Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bonsoir Tous, Vincent. toutes. Bonsoir à vous, Anthony et Colin. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, d'actualité Ouais, on va cinéma. essayer de faire un peu un panorama de tout, les sorties, puis ce qui se voit en patrimoine, notamment à Lyon en tout cas. Même Et si, il y a un truc que je regrette, juste un petit mot, pour vas-y. commencer, c'est que les sorties de 10 films de Hitchcock sont pas très bien distribuées, Ah oui? les films muets, je crois que la période muette de Hitchcock ou au début parlant, anglaise en tout cas. Et ils sont visibles qu'une fois par jour au ciné, UGC Cité Internationale, donc c'est assez compliqué. Je sais pas s'ils vont renouveler la diffusion des films la semaine prochaine, mais c'est un peu dommage, quoi. Bon, voilà, Eh c'est ben, un on petit coup verra de bien. gueule, ouais. Et on va, sans plus attendre, commencer par le premier film qui est une grosse sortie de la semaine, mine Ouais, de rien, qui est fait la devanture d'ailleurs du magazine sur Positif c'est de ce ça. mois-ci. Donc, je sais pas si on voit la Ouais, devanture, si tu veux si, la si, montrer, n'hésite avec les pas. 2 sœurs, Chantelle et Pansy. Donc, deux sœurs, justement, Ouais, voilà. qui raconte l'histoire, ben, qui est surtout centrée autour de cette femme, une des deux Pansy, ouais, sœurs, sur, Pansy. Pansy, puis Chantelle, on la voit parce qu'elle tient comment dire? Un salon de coiffure. Ouais, Donc et du coup, d'ailleurs, elle va la coiffer dans le film, on le verra. voilà, Et chez elle par contre. mais c'est très centré sur Pansy, hein. C'est Ponty, ses difficultés de vie au quotidien, en fait, un personnage assez particulier qui vit avec qui son a du mari plombier. plombier qui est, un peu muet, on va dire, il dit pas grand-chose, Il son fils non subit. plus. Ah, il subit sans subir, on sait pas trop, Ouais, en on fait. sait pas trop, ouais. C'est-à-dire que, ouais, il fait peser pas mal de choses au personnage de Ponty, donc à sa femme. Et Pansy, au quotidien, elle a du mal avec les gens en général, avec, la vie tout court, en fait. Donc, pour info, Heu, Pansy, on peut le voir dès les bandes annonces, c'est quelqu'un qui va beaucoup crier, ouais. ou enfin, c'est pas crier, plutôt s'exprimer, plutôt dire les trucs qui vont pas. Bah, surtout dans le reproche vis-à-vis de Et, l'extérieur ou des critiques sur les voilà. détails en permanence. Donc c'est un côté, on sait, c'est pas vraiment de la franchise parce que la franchise, ça voudrait dire que elle pense tout vraiment et on ne Mmh. sait pas vraiment. Ça, Non. on pense qu'elle le pense, mais c'est pas tout à Bah, je pense qu'il fait. y a C'est un une peu douleur flou. en fait, hein. C'est que derrière tout ça, il y a une douleur existentielle de Pansy, qui est totalement à l'opposé finalement de sa sœur qui elle est plutôt très sociable, qui discute facilement, qui enfin de par son métier déjà, dans le salon de coiffure, elle rencontre tout le monde, enfin beaucoup de personnes en fait. À noter que le film se situe dans la communauté noire en fait. J'ai pas très bien, revu si la ville, je crois qu'on voit pas dans quelle ville ça se passe en fait exactement. Je sais que dès le commencement, il y a une long plan il y a un plan séquence qui montre un peu une cité résidentielle, Oui, c'est dans mais, un endroit, enfin, où plutôt où des gens ont une vie correcte aux États-Unis, on va ouais, dire. plutôt aisé en fait, Plutôt hein, aisé, voilà, c'est ça. mais quand même, aisé et parallèlement un certain ennui aussi et en même temps un ennui que tue, Chantelle parce qu'elle est très vivante et qu'elle discute facilement avec ses clientes et du coup en prenant, il y a vraiment les discussions dans le salon de coiffure, c'est très, très vivant entre, ses clientes et elle. Elle discute et en même temps elle s'occupe des tresses, tout ça, enfin toutes les Ouais, coupes afro, tout ça, enfin c'est très c'est vrai que par moments, on voit pas ouais. Pansy, on voit des moments Ouais, plus doux, on va plus dire, doux, ouais, ouais. plus joyeux, alors qu'à chaque fois qu'on voit Pansy, là, il y a toujours quelqu'un Bah, qui on pas, sent la solitude ouais, en fait. C'est ça la position ouais, entre les 2 personnages, c'est qu'on sent que Pandy est très seul et qu'on apprend mais sans c'est jamais vraiment dit clairement, le passé des deux sœurs, mais on sent que Pandy a dû faire face à des choses très difficiles et que Chantelle a vécu un peu la part belle de dans ou en tout cas, elle a pas vécu de la même manière. non, elle a vécu un peu mieux certainement. Après, je pense que ce qui est bien avec, Mike Leigh, c'est qu'en fait il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que comme souvent au cinéma, en fait, les non-dits s'expriment par la mise en scène des personnages dans les plans, en fait, par l'image, en fait et donc il y a pas de mots, mais on comprend de manière, implicite qu'il y a eu des difficultés, des choses qui sont à l'origine des comportements des 2 sœurs, des comportements différents des 2 sœurs, tout simplement, en fait, enfin. Ouais. Et sur la réalisation, justement, il est très Ouais, classique, le film. assez classique, ouais. Il y a rien qui dénote d'un style particulier. C'est Mmh. vraiment, vous avez déjà vu plein de films Ouais. qui ont ce même type de réalisation. Mmh. C'est plutôt sur le scénario, comme tu dis, les non-dits, Ouais, tout le fait qu'il y a tout un ouais. côté travaillé où Mmh. on va te laisser, à toi, spectateur, beaucoup le choix Ouais. de ce que tu peux, enfin, on va te laisser beaucoup imaginer. Jusqu'à la toute fin, d'ailleurs. Bah, oui, puis on sent que la technique de Mike Leigh, c'est un peu lui qui a été novateur là-dessus parce qu'il l'a fait aussi au théâtre. C'est, heu, c'est que les choses s'écrivent aussi, dans le moment de tourner, en fait, les dialogues, tout ça. On sent qu'il y a un côté très,
j'ai pas improvisation, mais qu'il y a une écriture qui se fait aussi dans le présent du tournage, en fait. Avec les personnages, leur manière de discuter, ça fait très réaliste, en fait. Plus que quand on joue systématiquement ce qui est écrit sur un scénario, en fait. C'est-à-dire que les personnages s'adaptent particulièrement à la scène et rajoutent peut-être des choses à eux personnelles qui donnent de l'épaisseur au rôle interprété, en fait. Et un truc important aussi, je pense que, s'il a un talent net, en fait, pour filmer les gros plans, sur les visages, en fait, filmer les visages, il sait vraiment le faire. C'est pas évident parce que pour un acteur être filmé, comment dire? De près, par une caméra et conserver un semblant de naturel, j'imagine que c'est un exercice assez compliqué, en fait. Parce que moi, par expérience, en ayant fait des vidéos, le regard de la caméra, c'est un regard assez froid, en fait, hein. Donc du coup, il faut savoir, être complètement, imprégné des personnages dans ces cas-là. Donc c'est un talent d'acteur assez exceptionnel et à dire aussi que l'actrice qui joue le rôle de Pansy qui s'appelle, Marianne Jean-Baptiste, elle a commencé parce que ce film fait un peu écho d'après ce que j'ai lu dans les critiques. Je ne connais pas ce film des années 70, mais elle avait déjà commencé à travailler avec Mike Leigh et d'ailleurs c'est Mike Leigh qui l'a fait connaître au grand public et bon, j'ai plus le titre en tête, mais vous trouverez, l'un des premiers films de Mike Leigh, en fait, 1970, je crois, d'après si ma mémoire est bonne. Bon, j'ai plus le titre en tête. Bon, désolé, mais si vous faites des recherches de votre côté, vous trouverez qu'elle avait déjà travaillé avec Mike Leigh et que c'est Mike Leigh qui lui a permis d'être connue, en tout cas, lui a donné une visibilité qu'elle n'avait pas avant, en fait, en tout cas pour cette actrice qui s'appelle Marianne Jean-Baptiste. Voilà, qui a un visage assez incroyable, très expressif. Il y a une scène notamment de famille, pendant la fête des mères, où ils sont tous regroupés, c'est-à-dire il y a les 2 sœurs. Il y a aussi les 2 filles de Chantelle qui sont très, très vivantes. On va dire, il y en a une qui a réussi une carrière de juriste, l'autre qui travaille dans le marketing et il y a une scène où elles sont, il y a scène de famille, mais la scène d'avant qu'on voit où elles sont avec leur mère. Heu, on sent qu'elles ont une attitude complètement aux antipodes, du comment dire? Du climat du quartier, très calme, elles sont très vivantes, Ouais, il y a tout à fait. il y a une espèce de il y a vraiment on sent la vie quoi dans ces dialogues entre elles, les échanges, elles rient beaucoup, c'est très chaleureux, c'est très fort en fait, Et c'est moi, je trouve que ça dénote mmh, beaucoup, et que enfin, en tout cas, ça participe à la tension ouais. qu'on a si jamais parce qu'on imagine qu'ils vont se rencontrer, on sait qu'ils vont se rencontrer, en Mmh. tout cas dans le film, entre sa sœur et le reste de sa famille, parce que Ouais, c'est c'est quelque chose qui ça. est très vite qui est assez vite Voilà, prévu. ouais. Et on se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer, quoi?» On a une tension très forte Ouais, et on ouais, se pose bien la question de: «Est-ce que cette tension va éclater? Qu'est-ce ouais. qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui va arriver?» Mais on sent l'attachement entre les 2 sœurs, même si, Pansy ne l'exprime pas directement. Elle est très attachée à sa sœur, Chantelle et Chantelle, par contre, exprime vraiment son empathie pour Pansy et c'est vraiment touchant ce rapport empathique qu'il y a entre les deux sœurs. On sent qu'il y a un passé compliqué, mais c'est pas vraiment dit. On sent aussi qu'il y a une tension raciale, quand même, derrière. C'est-à-dire qu'on voit quasiment pas les blancs, en Dès fait. surtout le début du film, ouais. Ouais, ouais, on voit quasiment pas les blancs. À noter que le film était réalisé par un blanc, donc quelque part, il exprime aussi dans ce film des tensions raciales, puisque ça se passe en Angleterre, en fait, hein. Donc aussi qui sont en sous-texte, mais jamais exprimés directement. On sent que c'est il y a le monde des noirs et le monde des blancs, quoi. Le film se passe à notre période? Je pense que c'est contemporain, en OK, fait, hein. le film est Ouais, tout à fait. Mais il est Mmh. presque même, enfin, il est, oui, post année 2000, on va dire, Ouais, ouais. pour dire. Ouais, ouais et moi, je trouve que, c'est le pour moi même, j'irais même jusqu'à dire que c'est le film du mois, parce que je pense pas qu'on trouvera meilleur ce mois-ci. C'est difficile de faire mieux que Mac. Bah, on Franchement, verra quoi. bien les semaines Après, qui vont il y a des films qui arriver, sont bien bien, moi. sûr. Il y a un film que j'ai envie de voir dont je parlais, le film de Serra, là, sur la tauromachie, mais c'est un documentaire, donc on peut pas vraiment le Il est mettre au sorti même la semaine niveau, en fait. dernière. C'est un Voilà. film de mars, ce n'est pas un film Ouais, d'avril. exact, ouais. Bon, en tout cas, Bon après, voilà, c'est moi, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a énormément marqué, dans le sens où j'ai trouvé quelques concepts intéressants dedans, mais j'ai trouvé qu'il se perdait un peu dans sa longueur, mais c'est mon avis. ouais. Mais donc, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, et que je trouve qu'il montre un aspect qui, moi, m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que, enfin, en tout cas, sur ce type de Mmh. personnes-là. Mais du coup, moi, Ouais, ça m'a pas complètement touché plus que ça. ouais. Enfin,
Par contre, j'ai senti ouais, la mais tension ça, quand c'est même. peut-être Mais au niveau, au niveau c'est pas un film qui cherche le twist ou des trucs comme ça, ou il y a non, pas non, pas du des, tout. Mais ça me va ouais, très bien, ça, ouais, d'ailleurs. ouais, Mais on est plus dans le naturalisme, en fait, quelque part. Mais un naturalisme beaucoup plus vivace que le naturalisme de Piala ou de Yannick Bellon, en fait. Il y a quelque chose qui est en permanence vivant. Mais il y a un truc qui est important aussi, Mike Leigh, à travers ce film, il parle de la solitude des personnes qui ont du mal comment dire, à créer un lien social, parce qu'elles ont du mal déjà avec elles-mêmes. Et donc, en sous-texte, quand même, je pense il parle de la solitude, en fait, à travers Pansy, de personnes qui ont du mal avec le lien social, et parce qu'elles ont du mal avec elles-mêmes, avec leur vie. Et ça, c'est vraiment bien montré dans le film. On sent qu'il y a des choses qui vont se résoudre ou pas à la fin du film, mais on n'en sait pas plus. Ça, il laisse je pense, le spectateur, notamment dans les relations familiales, dans le foyer de Pansy avec son mari et son fils. Enfin bon, moi, je trouve que c'est un film complexe et on va pas trop s'étendre ouais, parce que je pense qu'il faut découvrir ce Mike Leigh. C'est bien de regardez quand même, Ah oui, bien voilà, sûr. ouais, ça, c'est sûr que c'est à voir. Heu, Ne tardez pas trop parce que je pense pas que c'est un film qui va rester longtemps à l'affiche, malheureusement. Bon, en tout Mais cas, il est pas trop mal ouais, distribué pour le moment. ouais. Donc, Je crois qu'il était au allez-y. Pâté aussi? Il était au Je Pâté? crois qu'il était au pâté. Ouais, Ouais. pas sûr. UGC, oui, c'est sûr. Comédia, tu sûr, on verra. Eh ben, on va passer au Oui. film suivant, parce que sinon Colin pourra pas parler. En effet. Donc, du coup, on va passer au second film qui est Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque. Donc, Guillaume Braque revient au documentaire après avoir fait À l'abordage qui est sorti il y a 2-3 ans, il me semble. Là, du coup, dans ce documentaire, on suit les derniers jours d'une classe de terminale qui se trouve dans un internat dans la Drôme. Donc, du coup, on va suivre, d'un point de vue très personnel, la vie de plusieurs étudiants. Comment les questions qui se posent, les relations que ça a créées, et cetera, et donc du coup, voilà. Les Hem, relations entre étudiants, pardon. entre les lycéens, Ouais, les relations entre les lycéens c'est ça, qui sont exprimées à la fin du cursus, en fait. c'est Voilà, ça. c'est un peu Genre, leur choix pour Parcoursup et cetera, qu'est-ce qu'ils vont faire après, tous leurs questionnements, on les suit. ils sont en université ou en Ils sont en terminale. terminale de lycée, donc. Je te laisse, Ouais, tout à fait, ils sont en terminale et en fait, il va y avoir, on va se focus sur plusieurs personnages, enfin, pas personnages justement, plusieurs ouais, personne, étudiants, enfin, élèves, pardon, élèves lycéens, de lycéens de terminale. Et on va voir un peu leurs angoisses par moment, ce qu'ils vont faire dans l'année, le côté vivant, le côté vie autour du lycée, bien côté sûr. vie, mais c'est très axé sur les relations aussi qu'ils ont entre eux et l'internat. Bien sûr, c'est le lieu même où Ouais. se passe, la majorité de l'action. Certes, on les suit, il y a quelques interludes, on les voit à l'extérieur du lycée, que ça soit, en plein milieu de la campagne, que ça soit pour des rassemblements ou des événements particuliers sans réellement trop spoiler. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va vraiment, c'est chapitré en fonction du nom de plusieurs des lycéens. Des lycéens, ouais. Et du coup, on va voir un peu leur aussi, non pas, il va pas montrer, il y a des trucs qu'il va pas montrer, qui va être juste de l'introspection, qui va être du sorte de la voix off et dite par la L'élève en personne question, ouais. chapitrée, quoi, Mmh. pour dire des fois. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant, ce côté très, naturaliste. On se retrouve, face, heu, aux pensées de la personne. Je trouve qu'il arrive à filmer, ces personnages avec si grande douceur. Il arrive vraiment à montrer cette lecture active, devant ces étudiants qui se dévoilent, lors de ce moment assez charnière dans leur vie. Parce que, le lycée, ça reste quand même une grosse étape dans notre vie. Donc, voilà, moi ça m'a fait pas mal fait remonter pas mal de nombreux Mhm. souvenirs, comme par exemple le domino de matelas, à l'internat, qu'on voit à la moitié du film. Donc, non, je trouvais ça très beau. Ce n'est pas le film de l'année, ni le film du siècle, mais, pour moi, il prouve, une certaine beauté dans ce film, et de voir tous ces lycéens ensemble, qui éclatent, qui s'amusent et cetera. Je trouve il y a quelque chose de très vivant derrière que j'apprécie beaucoup. Ok, alors moi, du coup, il y a des scènes qui me dérangent un peu dans le film. Comme Non lesquels, par pas exemple? dans ce qu'elles montrent, mais de la façon dont elles sont montrées. En fait, la caméra,
on pourrait se croire par moments qu'elle est juste posée dans une salle, mais c'est pas vrai parce qu'elle suit les personnages. Oui. Et en réalité, elle va suivre les personnages à la fois quand ils vont faire des bêtises, Oui. à la fois quand ils vont dormir et se réveiller le matin, à la fois, enfin, dans plein de moments dans le film, je me dis, en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est un documentaire complètement scénarisé. Ah, C'est impossible pour moi qu'il se passe ces scènes-là en mode pris sur comme si la caméra elle capturait l'événement qui est vraiment passé. Pour moi, c'est complètement de la mise en scène à plein de moments dans le film. je peux le comprendre, Avec bien sûr des vrais lycéens, mais bien ça sûr. reste de la mise en scène à plusieurs moments. Et en fait, moi, je l'ai vu ça. Ça m'a sauté aux yeux. Et en fait, vu que je me suis peut-être un peu focus sur ça à force, parce que je me suis dit, ah oui, mais là, du coup, tu joues avec le documentaire et tu me montres un truc mis en scène. Du coup, tu joues avec les codes de la fiction tout en étant dans le documentaire. Et du coup, je trouve que ça fait très docu-fiction. Et je suis un peu mal à l'aise avec ce format. Et ce film est clairement ça, tu vois. Il a des scènes qui sont, ben, d'un point de vue fictionnel, tu parlais de la scène des matelas, c'est Mmh. clairement une scène qui a été Bien sûr. bien sûr préparée. Et il y a une autre scène dans le film qui m'évoque, c'est celle où ils vont. En fait, il y a des garçons et des filles, ils sont séparés Oui. Dans l'internat, dans logique. l'internat. Qui paraît logique. Et il va y avoir un moment où il va y avoir des filles qui vont voir, je vais pas dire comment ça se passe, mais qu'il va y avoir des filles qui vont vouloir aller dans la chambre des garçons. Et là, quand je vois le positionnement de la Mmh. caméra, je vois toute la mise en scène. En fait, je sais tout ce qui va se passer avant même d'avoir vu la scène, juste parce que ben, c'est scénarisé, ça se voit. C'est La grossier, fillette, on la limite. voit dans la bande annonce. C'est Ouais. possible, Oui, ouais. oui. Est-ce qu'il y a vous avez vu ouais, parce que là, il dit dans la critique, en fait, qu'il y a on voit, enfin, on suit le parcours de 2 adolescentes. Plus. On Ah a oui, plus 2 ça c'est dans la adolescentes deuxième partie, par ça c'est dans la rapport, deuxième partie et du leur documentaire. désarroi face, comment dire, à quelque chose qui va finir, en fait. Alors il y a ça, c'est la deuxième partie, la séance est séparée en 2 étant donné que le film Ce n'est qu'un au revoir dure qu'1 heure, 1h06. 1h06 précisément. Ils ont du coup, rajouté un court-métrage que Guillaume Braque avait réalisé en De 2021 38 de minutes. 38 minutes. Voilà, il était très précis Moi, j'ai lu dans les le dires carton d'intro parce que je voulais pas terminer trop tard ma séance et j'ai découvert qu'il y ouais. avait Mais le également, court-métrage. pour moi, c'était limite une petite surprise, donc j'étais même content d'avoir, 2 choses en même temps. Est-ce que tu souhaites qu'on passe, du coup, à un pincement au cœur? Eh Étant ben, donné ça qu'on me a va je pense tout que à fait. je Donc, pense on qu'on a va déjà laisser Vincent écrire un pincement au cœur sur le. qui est également, du coup, un film de Guillaume Braque, donc qui était, du coup, la deuxième partie de la séance de Ciné L'Un au revoir. C'est ça. Et qui se focus surtout sur 2 élèves de seconde, secondes, peut-être. Oui, en tout cas, c'est pas au même. au même moment du lycée, Et c'est un pincement au cœur parce que ça va être le début des vacances. C'est le dernier jour avant les vacances scolaires et donc du coup, on voit juste l'intimité entre ces 2 personnes, cette amitié. C'est pour ça que moi, le film m'a moins parlé, m'a moins et je me suis même plutôt ennuyé devant cette deuxième partie. Eh ben moi, j'ai trouvé justement cette partie plus intéressante parce que je la trouvais moins artificielle, même si ça profite clairement Bof, à un moment, il y a un des. plan où ils vont courir, «Ah tiens, si on allait courir vers là-bas?» alors que tu vois vraiment genre Oui, que le bien seul point de sûr. caméra qui est vraiment à Bien cet sûr. endroit-là, On voit que pour faire un panorama, bref. on voit que c'est scénarisé aussi, tout comme dans le premier, mais je l'ai Oui, trouvé moins intrusif. La caméra était moins intrusive à ce moment-là parce qu'elle était plus posée et on entendait plutôt que faire des plans où on sentait que c'était plus mis en scène. J'avais plus oui, l'impression que ça laissait plus place à l'expression des deux lycéennes en l'occurrence et qu'on rentrait plus dans une histoire où on voyait leur relation au quotidien, leur relation évoluer avec le temps. Et comme tu dis, Vincent, toi, tu dis que c'est quelque chose on sait qu'il va avoir un se finir ou avoir un truc. Oui, ça, c'est quelque chose qui est présent dans le film. Et je trouve que c'est élégamment traité pour le coup. mmh, Donc moi, j'ai préféré clairement la mise en scène de ce deuxième film. Par rapport à ce qu'il proposait, par rapport au fait qu'il m'attache plus avec lui, si mmh. tu veux. Mais pour moi, ça reste encore, comme tu dis, du docu-fiction. Ben, ouais, c'est ça, mais je sais pas, moi, c'est peut-être le fait que je sois plus proche en termes d'âge que des lycéens. Peut-être que je me suis plus attaché aussi à celui-ci parce qu'ils avaient des questions qui me parlaient Au plus. premier, tu veux dire? Oui, pour le Ok. premier. Mais là, vraiment, j'étais complètement, en dehors. Certes, j'étais content de le voir, mais si j'avais pu sortir directement après Ce n'est qu'un au revoir, je pense que je l'aurais fait, même si, bah, je suis toujours curieux de voir, d'autres choses.
En tout cas, c'est quand même quelque chose à voir. Bien sûr. C'est un film qui prend son temps quand même, faut le savoir. Oui, oui. Il est très lent malgré sa demi-heure. Et vu qu'il est chapitré, ben, ça peut parfois, ça peut faire des ruptures de rythme aussi, donc préparez-vous. Mm. Mais sinon, oui, il y a plutôt plein de thématiques intéressantes dedans. Mm. Je propose qu'on Ouais, on passe à la continue, suite, carrément. parce que tu as vu un banger. J'ai vu un banger qui n'en est pas un. Banger, c'est un film réalisé par Somi. Ce n'est pas son premier film. Il avait réalisé le documentaire autour de la tournée des Justice. Moi, je vais plutôt vous parler avant du film, de qui sont les personnes derrière. Parce que personnellement, je suis un grand amateur de musique électronique. Et quand je vois Somi, qui est la personne qui s'est chargée des covers de la part de pas mal des albums du label de Headbanger, mais déjà, j'étais un petit peu intrigué. Donc, Banger raconte l'histoire d'un DJ un peu has-been, joué par Vincent Cassel, qui est en chute de carrière, et tu vas se faire rattraper par C'est à lui que tu parles? Je parle de Vincent Cassel, oui. Oui, ok. Tu vas se faire rattraper mais par la police, par une policière qui est jouée par Laura Felpin. Parce qu'il y a un DJ qui s'appelle Vestax, qui est un petit peu en rapport, qui est un peu confronté au personnage de Vincent Cassel, qui serait lié, rattaché dans des histoires de trafic de drogue par une mafia russe. Bon, c'est très classique comme film, comme comédie. Est-ce que c'est un film qui serait adapté pour le ciné ou pas trop? Non, pas du tout. Tu peux le mettre en fond. C'est censé être une comédie, mais je n'ai pas rigolé une seule seconde au film. Il y a des idées de plans qui sont sympas, mais ça reste quand même du très classique. Certes, on voit un petit peu comment fonctionne le monde de la nuit, mais C'est pas un banger, c'est quoi. pas un banger. Et puis, il y a un arc avec la relation entre le personnage de Vincent Cassel et sa fille, etc., qui sert strictement à rien dans le film, et je ne sais pas pourquoi il est là. Non, le film m'a limite énervé parce qu'il avait tellement de potentiel qu'il aurait pu très bien matcher, mais c'est juste un film qu'on aura oublié de une heure après son visionnage. Alors qu'il y avait des choses à prendre dedans et il y avait des idées sympas. Et puis même le cast est assez énorme. Ben, on retrouve du coup Vincent Cassel, Laura Felpin, il y a Mister V, il y a Philippe Catherine, il y a Panayotis Pasco, il y a Nicolas Maury, il y a Du coup, ils ont surtout donné de l'argent aux donner de gens. l'argent à des gens, et on retrouve, il y a des, ben, même- il y a un caméo de Romain Gavras et de Pedro Winter, ben, qui sont de base des gens de Headbanger. Romain Gavras, avant de réaliser Athéna et Le Monde est à toi, avait réalisé pas mal de clips pour Justice, donc c'est vraiment genre Une bande de potes, Ouais, limite? c'est ça, une bande de potes, Mais c'est sympa de les voir à l'écran, mais bon, est-ce que c'était utile de voir ça? Je ne pense pas. Donc du coup, je n'ai pas grand-chose non plus à dire sur le film. Eh Parce que je me suis un peu ben, ennuyé. on va laisser les gens se faire la propre Ouais. idée s'ils ont vraiment envie d'aller le voir. Puis on va passer au suivant. Ben ouais, ça a été très rapide, j'ai même pas fait 3 minutes sur le film. Tu veux rajouter un truc? Banger n'est pas un banger. Voilà, Voilà. ça sera le Ça mot. sera le mot de la fin. Et on va passer donc à Vincent Ouais. avec Lire Lolita Lire Lolita à Téhéran. à Téhéran. Ouais, c'est intéressant parce qu'il met en scène plein d'actrices exilées iraniennes, en fait. Et qu'en fait, à travers ce parcours qui est une adaptation d'un bouquin, en fait. Où en fait, c'est une autobiographie comment dire, d'une professeure de littérature française en Iran qui a dû abandonner son poste parce que au bout d'un moment, bah, tous les livres qu'elle enseignait, genre Lolita était interdit par le régime des mollahs, en fait. Et donc, du coup, enfin, c'est pas les mollahs, mais enfin, par la théocratie iranienne, en fait. Donc, elle a dû abandonner son poste et poursuivre. Elle faisait des cours après clandestins chez elle pour les étudiantes qui voulaient bien venir, en fait. Qui étaient prêtes à prendre des risques et continuer à, à apprendre des choses de la littérature moderne, en fait. Donc, le film est plutôt bien parce qu'on y retrouve. Alors là, j'ai vraiment du mal à prononcer. Golshifteh Farahani, bien entendu, Zaramir Ebrahimi et Mina Kavani.
heu, des actrices qui sont très engagées, pour la cause des femmes en Iran, bon, en étant exilées. Et ce film, il aborde justement, les difficultés qu'elles ont dû rencontrer, au moment où il fallait choisir, en fait, soit rester parce que, voilà, elles aiment leur pays, mais en même temps, elles ne pouvaient pas s'exprimer comme elles voulaient et donc partir. Et donc il y avait on sent pendant tout le film, il y a ce dilemme, en fait. Je reste, je pars. Si je pars, ben, je vais plus pouvoir revenir. Donc et tout ça à travers comment dire, la lecture du roman Lolita de Nabokov et qui parle très bien justement de la condition de la femme, réduite, à peau de chagrin face aux hommes, tout puissants, en fait. Lolita, c'est vraiment le personnage qui représente ça, en fait, hein, à la merci des hommes, en fait, la femme à la merci des hommes. Et donc du coup, le film est vraiment dans la structure, au niveau, mise en scène, c'est assez classique. Mais OK. après, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien ce cheminement de toutes ces femmes, en Iran. Il y a beaucoup de flashbacks en arrière, on voyage dans le temps. On voyage aussi par rapport dans le temps et aussi dans l'évolution du régime iranien depuis la révolution, de 79 jusqu'à maintenant. Donc tout l'espoir qu'avaient les gens au début, eh ben, ils ont vite été réduits à néant parce que, voilà, c'était, très vite le régime est devenu, extrême et centré sur le pouvoir des hommes, en fait. Et voilà, donc oui. Mis à part ç OK, donc il Non, raconte non. quand même pas mal de sujets par rapport à Ouais, ça ouais, et mais du coup, ça parle ouais. plutôt du coup du mal à enseigner Voilà, ouais, certaines de tout ce qui œuvres, est censuré, en fait, tout ce qui est de tout ce qui interdit est par les censuré hommes, en là-bas, Iran. les hommes au pouvoir. C'est bien un pouvoir d'homme, en fait, hein, Mmh. qui soumet les femmes à leur volonté. C'est une fiction mais qui est inspirée de faits Ouais, une réels? autobiographie d'une professeure, en fait, qui est OK, interprétée dans le film par, autobiographie d'Azar, Nafizi. Et OK, dans le film, le personnage est interprété par, Golshifteh Farhani. OK, Voilà, donc après, ce qui est bien après, c'est qu'on voit aussi, c'est un film marqué sur l'engagement politique de ces femmes qui sont parties, en fait, hein, clairement. En tout cas, et puis de voir aussi, l'engagement encore, permanent de Golshifteh, Farhani, parce qu'on la voit, interpréter, là, c'est par contre un truc, qui fait partie du générique. On la voit interpréter une chanson, l'hymne, en fait, du mouvement, Femmes, vie, liberté, en fait, OK, et qu'elle a interprété dans un concert de Coldplay, je crois. Je trouvais ce Gold de Coldplay, à Buenos Aires en 2022. OK. Donc c'était très touchant parce qu'en même temps, il y a un rapport à ce film est une fiction parce qu'effectivement, il adapte une autobiographie, mais en même temps, il y a quelque chose qui veut aussi, conserver une empreinte dans la réalité. Donc, par justement, les mouvements actuels, qui se passent, en Iran, en fait, et du courage, en fait, de ces personnes, en fait, qui vont dans la rue, même si, en sachant qu'elles vont un risque de perdre la vie ou d'être torturées, ou tout ça, quoi. Donc en fait, ça replace bien tout ça dans le contexte. Et c'est un film difficile, normal, parce que c'est une réalité qui est quand même, tragique, en fait. Enfin, n'est pas quand même, qui est tragique, en fait. Donc le film est juste. Alors il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont eu du mal par rapport à ce film parce qu'il a été réalisé par un Israélien. Bon, parce que ça aurait pu être quelque chose qui soit une manière on appelle ça? D'instrumentaliser, en fait, comment dire? La souffrance de ces femmes pour critiquer, le monde arabe en général. En fait, c'est pas du tout le cas, en fait, hein. On OK. critique clairement un certain monde arabe, le monde des fondamentalismes, et c'est tout, en fait. Il y a pas d'ambiguïté. Donc le film est vraiment bien, hein. C'est mais comme il y a en ce moment dans notre société des Bien mouvements sûr, oui. particulièrement craignos, que ça soit islamophobes ou, Antisémite. antisémites, forcément, voilà, ce genre de film, et ben, ça peut gêner pas mal de gens. Ça peut se Mais comprendre, ouais. ça gênera que des connards, en fait, hein, en gros, hein, faut quand même le dire. Je me permets de le dire, hein. Les salauds et les connards, c'est tout. Si Et comme il y en tu a beaucoup en ce moment qui ont pignon sur rue, il est important d'aller voir ce genre de film parce que, bah, après ça va vous faire du bien, en fait. certes, c'est bien d'avoir son avis par rapport à toutes ces causes, mais aussi, il faut quand même, faut pas se dire, «Tout est blanc, tout est noir» aussi, Non, non, il y a exactement, toujours exactement. des sombres, des moments gris, Ouais, pour ouais, chacun et cetera. mais c'est l'actualité qui a tendance à C'est réduire ça à tout est blanc, à tout est mmh, noir, alors que non, c'est beaucoup plus la réalité est plus compliquée et qu'il y a des mouvements de lame de fond qui sont, qui existent, en fait, et qui ont tendance à revenir en permanence, en fait. Notamment, on voit actuellement le retour des extrêmes, bref. voilà.
Donc un film, très important à voir à mon avis, pour tous ceux qui sont en faveur de la liberté d'expression, voilà et surtout, qui sont pour, une réappropriation d'une capacité d'action, en fait, quand beaucoup d'hommes politiques, voudraient ne que ça n'existe pas, en fait. Ouais, Voilà. Mais les citoyens ont le droit à la parole et ils peuvent bien agir, en sûr, fait. complètement. Ils peuvent agir. Donc c'est un film, important à ce niveau-là. Et Voilà. ben, très bien. Rien d'autre à rajouter sur, Non, Lire je pense que Lolita à Téhéran? non, non, je trouve que c'est bien après, ouais, toute la part littéraire, bon, ce qui est bien, c'est que moi, je n'ai pas lu Lolita de Nabokov, mais donc il y a quand même des passages qui sont dits dans les cours particuliers de cette prof, chez elle et bon, c'est bien, quoi. Bah, Pour ça, c'est bien. tant Ça mieux. donne envie, de lire la Lolita, Ben, du coup, tu aussi. le recommandes, aux Voilà, personnes bah, qui oui, nous ouais, écoutent, autant que Deux d'aller le sœurs, voir. c'est très différent, hein, on n'est pas dans la OK. même qualité de cinéma. Parce que c'est vrai que Lolita, lire Lolita à Téhéran, c'est une structure beaucoup plus classique, on va dire. Même si elle joue sur, les temporalités, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Bon, bah, très bien. On peut passer au film d'après. C'est le dernier film, du coup, dans les non, c'est là, on va passer, du coup, au premier film dans les films qui sont toujours à l'affiche, mais qui ne sont pas sortis cette Ins? semaine. Ins? Insider, non? C'est non, Non? c'est Aimer perdre. Ah pardon, Aimer désolé. perdre, qui est le Pardon. film de Harpo et de Lenny Lee. C'est un film qui est très, très mal, distribué. À Lyon, il y a juste une seule salle, il passe qu'Automédia et les séances sont très rares. Ouais, l'affiche, enfin, l'affiche est un peu particulière. C'est une affiche sur fond bleu, une tête sur fond bleu, un truc comme Pas ça. vraiment sur fond bleu, c'est sur un fond très, Très Tell Me pop. a Stop et cetera, c'est très Ouais. pop et cetera. Mais on suit le personnage, bah, qui est, principal, qui est une grosse galérienne. Genre, elle doit de l'argent à tout le monde, elle vit chez une famille, mais ça se passe très, très mal, elle a que des problèmes dans sa vie et elle va rencontrer un jour par hasard, quelqu'un dans un essai, quand elle va poser pour des artistes qui font de la sculpture. Ben, du coup, elle va avoir toute une rencontre avec, ce personnage qui vont plus ou moins se croiser. Mais c'est plutôt une anti-héroïne parce que certes, on pense qu'on va avoir de la rédemption pour elle, mais, elle fait que des moves un peu de bâtard, et cetera, mais certes, c'est très je pense que le film, les réalisateurs essaient de nous joue un petit peu avec nous et je trouve ça très drôle. Il y a énormément d'idées de réalisation, de photographie. C'est un petit peu dans la même vibe que Uncut Gems des frères Safdie. Je ne sais Ok. pas si tu l'avais vu, Non. mais que je te recommande énormément. Ce côté un peu thriller où on suit vraiment une personne dans ses galères avec plein d'effets sur des images, plein de délires faits d'avions cerfs-volants qui tournent, etc. C'est très particulier. C'est très sympa à suivre. Mais dommage que le film soit si peu, distribué, en France, qu'il vaut quand même le coup d'œil. Il est rempli d'énergie. Tu Je l'as l'ai vu vu où? au Automédia ce Automédia. matin, ouais, avec, Jolane qui n'est pas là malheureusement. Mais RIP. il Ah pense non, à pas vous, il RIP vous du coup. passe le bonjour d'ailleurs. Bah, voilà, Pas grand chose à dire? j'ai pas grand-chose à vous dire, parce qu'en vrai, c'était plutôt quelque chose à vivre Ok. comme séance et je n'ai pas non plus envie de vous gâcher, l'expérience Ouais, parce qu'il y a et des de voir choses le film. que si on le sait, ça va nous gâcher, c'est ça? Bah, un peu oui et puis Pardon, excuse-moi, peut-être par rapport, juste au titre, moi, ce que ça m'évoque Aimer perdre, en fait. bah, C'était, c'est une loseuse. Elle fait dans tous les plans où elle commence à rentrer, bah, il y a Mmh. toujours quelque chose qui va se coincer, que ce soit dans ses relations Ouais. amicales, amoureuses et on va la voir, beh, perdre tout au long, de son périple, bah, perdre tout ce qu'elle a. Après, est-ce qu'il y a dans l'idée de la perte quelque chose qu'on gagne aussi? Heu, oui, bien sûr, je pense qu'il y a toujours un quelque chose au change, Mmh. C'est ça, par rapport à ça. mais est-ce que c'est réellement montré là dans le film? C'est Je pas suis vraiment pas un sujet qui est abordé, dans le film, ben, c'est si, on le voit, mais je pense que ça serait avec réflexion. Le film, je sors du film, ouais, ouais, bien sûr, je ça fait comprends. 2 heures Ouais, ouais, il faut un peu de que j'ai temps, encore ouais, le film. ouais, pour digérer, Je ouais. dois laisser un petit peu le digérer Ouais, dans ma tête, ouais. mais du coup, voilà, je vous conseille de foncer, d'aller le voir, parce que je pense pas que dans 2 semaines, il passera encore. Comédia, c'est ça? À Que au Lyon? Comédia à Lyon Ouais. et il doit passer dans pas mal de cinémas d'arrêt essai, que ce soit dans les grandes villes, D'accord, OK. mais voilà, il vaut le coup d'œil. Ouais.
Et, Enfin, le titre intéressant en fait. et puis même, c'est juste rempli d'énergie, tu vois. C'est un peu fait à la main, fait maison, qui a quand même Mm. plein d'idées, etc. Puis, le film n'a pas dû coûter énormément d'argent et en vrai, tant mieux. On m'avait conseillé aussi de voir leur premier film aux frères Di qui s'appelle Fils de Plout. Bah, aimé perdre la pancarte Voilà, elle perd s'en aussi, va avec perd nous, son ouais. équilibre. Voilà. Mais après, le truc, c'est, je me disais, aimer perdre, c'est un peu intéressant parce que c'est un contre-pied, peut-être forcément quelque part un peu salutaire face à une société qui ne parle que de performance et de victoire. Il faut réagir Oui, dans l'idée bien qu'il faut sûr, être il y a un petit peu de gagnant tout le ça. temps. Enfin, je sais pas. C'est une question que je me pose, hein. Ben, J'ai pas vu le film, hein. on Je me suis dit ressent ça. on ressent le côté qu'il faut avoir une maison, on peut pas trop, Ouais, trop s'attacher à certaines choses, qu'on aura toujours une personne au-dessus de nous qui va un peu dicter nos règles et ce qu'on doit ouais. faire, etc. Mais on voit qu'il y a quand même le poids de la société qui est un peu au-dessus. Mmh. C'est pour ça qu'elle va partir dans certaines choses, sans vouloir trop Ouais, vous ouais, bien sûr. spoiler, où c'est là où elle va un petit peu toucher à la réussite, mais qu'elle va perdre directement grâce à ses maladresses, ses faiblesses Mmh. et ses défauts. Mmh. Donc voilà, je trouve que pour conclure, c'est un film qui est bourré d'énergie, qui a beaucoup de choses à partager, à transmettre. Il y a énormément d'idées et pour moi, ça reste vraiment un plaisir de suivre ce D'accord. personnage OK. à travers ça. Ce n'est pas non plus le film de Ouais, ouais, l'année, ouais, ouais. car Mais le film a quand même peut-être pas mal de défauts en termes de longueur, mais le film reste génial, généreux et donne tout ce qu'il a dans sa réalisation. Et d'accord. puis on a un très beau caméo de Melville Poupeau dans Ah le oui, film, excellent. qui est excellent et c'est génial de le retrouver Mmh. là-dedans. Mmh. OK, Voilà, d'accord. c'est tout ce que j'avais à dire pour Aimer perdre. Je crois qu'il va être à l'affiche, mais Melville Poupeau, pour un nouveau film qui va sortir bientôt. Je sais plus comment il s'appelle ce film sur, des l'association entre un expert de peinture en fait, Peut-être. Ah oui, une ouais, comédie qui est passée au ouais, Festival de l'Alpe d'Huez. Oui, ouais. en effet, que j'aimerais J'ai déjà plus te le voir titre en j'ai aussi, plus le ouais. titre en tête, mais, ça a l'air assez marrant en fait. Mmh. Bon, Mmh. bah, je vous propose qu'on passe au prochain film qui est Le Joueur de Go, dont tu Oh, en avais déjà parlé la semaine ouais, ouais, dernière, ouais, c'est pas un problème. de Kazuya Shiraishi. Bah, je te laisse, Anthony, toi qui l'as découvert du coup Tu l'as lundi découvert, ouais, dernier, je Anthony, d'accord. te propose de commencer. Ouais, du coup, je vais revenir. On va pas rester trop longtemps vu qu'on a déjà beaucoup parlé du film Mmh. la dernière fois. C'est un film qui parle d'un joueur de Go justement qui va au moment des samouraïs Ouais, pour c'est faire un simple parce samouraï que c'est aussi un en fait, ouais, samouraï ouais. aussi, Mmh. voilà, et qui va se retrouver c'est quelqu'un qui est assez modeste, hein, qui a pas beaucoup d'argent Mmh. et qui va se retrouver à jouer au Go et un jour il va lui arriver quelque chose puisqu'il va tomber contre quelqu'un et il va croire enfin la personne contre qui il va tomber va croire qu'il lui a volé de l'argent alors que c'est pas le cas globalement. Et du coup, la plupart du film va vraiment se centrer après sur cette problématique, sur ce qu'il va devoir faire par rapport à cette histoire de vol qui n'en est pas un et avec tout un tas de choses qui relèvent de l'honneur finalement au Japon. Mmh. Le film arrive à avoir une image une très belle image, mine de rien, des Ouais, très beaux la plans, photo est chouette, ouais. très très belle photo. Il arrive à avoir des plans assez soignés où vraiment il y a rien qui fait vulgaire dans le film. Mmh. Tout est vraiment très travaillé dans les plans, etc., dans les poses, dans tout un tas de choses sur la mise en scène. C'est vraiment pas mal. Et puis tu vu l'éclairage à la bougie, on sent bien le qu'il Voilà, y avait pas d'électricité à l'époque, hein. il y a il y a plein de bonnes idées dans le film, Ouais. c'est chouette. Et voilà, on est vraiment, enfin, on est vraiment avec le personnage. Mmh. On est vraiment aussi quand il est pas là, parce qu'il y a des moments où il est pas là, on sent sa présence, le fait qu'il impacte toujours le lieu auquel les autres personnages sont. Il y a tout un aspect qu'on voit sur le respect, la transgression du respect, les limites, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses autour de ça. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal retranscrit là-dessus, mais même Mmh. si moi, je connais pas trop la culture autour de ça. Donc j'aime bien l'idée du film. Je sais
plus trop ce que tu avais dit toi, Ouais, Vincent, la ouais, que dernière fois, beaucoup mais d'attitudes, comportements des gens vont être liés mmh. au comment dire? Au personnage central du samouraï dans le Japon féodal, en fait. Ouais. Et donc le Bushido, tout ça et tous les gens vont se régler par rapport à lui, finalement, même quand il est pas là. Comme tu disais, ça on s'en aperçoit au fur et à mesure, c'est pas une question de richesse, tout ça, c'est une question de positionnement social, en fait. Oui et puis aussi le fait que là-bas, ben, par exemple, le fait de voler, c'est très dans la culture, c'est vraiment quelque chose de très mal vécu, y Ça compris peut pour la coûter la per vie, en fait, hein. c'est ça. Il y a vraiment une histoire de jeu de vie et de mort dedans qui Oui, qui en est qui permanence, marche c'est bien. la vie et la mort, ouais. Comme, on Ouais. peut voir le jeu de Go, en fait, c'est entre la Oui, la présence des pions noirs ou la présence des pions blancs, lequel va l'emporter sur l'autre, enfin et que le comment dire? Le principe du jeu de Go, c'est de mettre à mort, en fait, hein. Voilà, c'est un alors peu comme la tauromachie, mais ouais. en pion, en fait. Et du coup, là-bas, ça se passe dans un moment où la monnaie, c'est le Rio Mmh. et un Rio, ça vaut beaucoup d'argent déjà. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est que celui qui gagne la partie, normalement, gagne. Enfin, en général, il parie un Rio Ouais, ouais. ou pas trop, pas des fois un peu Des plus. fois, il parie sa vie aussi et Et des puis de toute fois, ils façon, peuvent on peut pas parier leur retourner en vie, arrière, en etc. fait, hein. La Donc, parole donnée, ouais. c'est une parole, qui est écrite quasiment, hein. Enfin, Mhm. c'est la valeur de la parole, c'est Et de toute façon, dans les clubs de Go, c'est soumis à. Bah, il y a d'autres gens, il y a d'autres ouais, personnes qui vont faire office d'arbitre ouais, là-bas c'est dans les ça, clubs, c'est ça. donc c'est assez respecté, ouais. Et donc est-ce que tu as pas vraiment dit, mais est-ce que tu as eu du plaisir? Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que ça Oui, t'a oui. ah d'accord, OK. Le C'est ça que je film, voulais je le trouve plutôt bien mmh. réalisé. Il prend son temps, mais, Ouais, ouais, bah oui. mais il reste avec un rythme qui est tout à fait, qui est quand même prenant. Moi, j'ai lu deux, trois choses qui disaient que le rythme était difficile, qu'on se faisait chier, mais je suis pas d'accord. Je trouve que ça fait partie des films qui sont faussement chiants, qu'on arrive à bien, qui ont raison de prendre leur temps, en fait. Bah oui, puis on n'est Ouais. pas dans le Japon contemporain, ça a rien à voir, donc on va pas ils traitent le rythme du film correspond à l'époque, dont ils parlent, en fait, hein. On n'est pas dans le rythme effréné de la C'est vie ça. japonaise actuelle, enfin Et, et de toutes les sociétés modernes d'ailleurs, ça a rien à voir. et aussi, ben, en fait, il prend son temps à chaque fois pour mieux exprimer ben, ce que font les personnages. Ouais, c'est ça. Et non pas pour dire, tiens, voilà, on a fini de traiter ça, on passe à l'action suivante. Mais en Mmh. réalité, le temps passé à la pause sert dans le plan. Mmh. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, pour peut-être aider un truc qui va peut-être te faire tiquer, Colin, c'est la relation peut-être qu'il y a de manière indirecte avec, le cinéma de Melville aussi, qui parle aussi des codes de l'honneur, tout ça, où le rythme est lent justement. Alors, c'est très bien parce que je n'ai rien vu de Melville, je pense. Ouais. Donc Non, c'est non, ça a parfait. rien à voir, c'est pas la même Mm. époque, mais c'est dans la manière de présenter, la Je ne connais que Melville Poupeau. ce qui lie les gens en fait, c'est des questions d'honneur en fait, de parole donnée, Mm. et que tout ça a une valeur importante. Ce qui, heu, ce qui est assez en opposition avec le monde actuel en fait. La parole donnée, maintenant, ça, on sait même plus si c'est une parole donnée, écrite ou écrite par ordinateur, c'est pas la même chose. Écrite à la main, écrite sur ordinateur ou juste dit. Et du coup, ça complexifie pas mal de choses ou la valeur de la parole donnée, en fait. Mais Enfin bon, bref, bah, c'était après juste c'est pour revenir sur pardon, deux, trois mots désolé. sur Jour de Go. Ouais, ouais. Ah, Et moi, du coup, je sais qu'on va reparler encore d'autres films qu'on a déjà vus. Et je propose ben, qu'on passe au suivant. ouais, moi je vais juste, survoler, Le The Insider, Insider parce que qu'on tu as en a déjà beaucoup rattrapé? parlé, ouais, ouais, que Oui, oui, on j'avais a pas pu parlé voir parce qu'en deux 2 fois semaines, je suis avant, ouais. pas allé au Mm. cinéma. Mais du coup, The Insider, intéressant de voir que Soderbergh est très prolifique actuellement parce qu'il a sorti il y a peu de temps Présence Présence. et qu'on y retrouve d'ailleurs son style de cinéma avec des longs plans séquences, qui a beaucoup dans Présence forcément parce que c'est filmé à l'intérieur d'une maison, avec, certainement une caméra drone ou, un truc très mobile qui permet de suivre les personnages. Là, pareil, ça commence comme ça d'ailleurs, The Insider avec un long plan séquence, avec une personne de dos et du coup, c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire, une histoire d'espionnage, hein. Moi, j'ai pas tout compris parce que Et de l'espionnage et de contre-espionnage, ouais. contre-espionnage et du coup, il y a c'est un jeu de Cluedo qui se met en place progressivement finalement entre les personnages qui sont autour de 6 maximum, hein. Le reste, c'est des personnages assez annexes qui n'ont pas vraiment d'épaisseur, psychologique et qui font office qui représentent le contexte en fait de l'espionnage. Beh, on retrouve majoritairement 3 couples qui Ouais, font, c'est ça, ouais. c'est pour ça Ouais. que moi les meilleures séquences du film, ça va être les séquences, à table, autour du Ouais, repas. ouais, c'est ça. Mis à part moi je mis à part d'être un film sur l'espionnage, pour moi ça reste un film sur, le couple. Parce que ce que c'est Ouais, d'être c'est en ça. couple, on voit 3 Ouais, couples ouais, différents ouais. au sein du film.
Mmh. et chaque personne a leur tactique, mais Ouais. leur alchimie, Ouais, ouais. comment ils fonctionnent entre, certains se disent des choses, ils ne se disent Ouais, ce qu'on dit pas, et ce qu'on dit pas, ouais, exact, ouais. il y a Mmh. vraiment toute cette phase Mmh. qui est vraiment rattachée. C'est pour ça que j'aime beaucoup le film, parce que Mmh. pour moi, c'est limite une sorte de pseudo-thérapie sur le couple. On voit plusieurs thèmes, plusieurs couples différents, très Mmh. différents, qui fonctionnent d'une façon très différente. Puis il parle aussi d'une forme de paranoïa, en fait, qu'il y a dans les Aussi, relations bien sûr. humaines, alors qui sont exacerbées par le milieu de l'espionnage, en fait, où il faut toujours imaginer le pire, ou c'est une espèce de monde sous contrôle en permanence, qui est assez infernal parce qu'on sent que c'est vraiment une toile d'araignée, tout ce truc, en fait, et vraiment le film est construit justement, s'il est construit avec si peu de personnages, en fait, c'est pour montrer qu'en fait, c'est un univers assez clos, Mmh. finalement, et un univers assez clos qui gère pas mal de relations entre les pays, d'ailleurs, ce qui est Aussi, assez effrayant, en fait. ce C'est-à-dire que côté très, ça a un impact, sur les mondial. collectivités qui sont énormes, finalement, parce que c'est des enjeux de guerre, de vie et de mort, enfin, un tas de choses, et même de prise de pouvoir ou de putsch, enfin, on peut imaginer. Mais du coup, le film, lui, par contre, il part pas comme dans beaucoup de films d'espionnage qui durent 2 heures avec des intrigues pas possibles et une narration linéaire qui est presque banale. Là, on est vraiment dans un truc resserré, Le film dure efficace. 1h30. Ouais, 1h30, super bien, Mmh. efficace. Il Effectivement, va je à pense, l'essentiel. ouais, c'est ça, et puis cette espèce de suspicion, entre les personnages aussi, ce jeu d'échecs, en fait, qui se joue parce que Fassbender, c'est lui qui va être dans le film, qui va devoir chercher un traître, en fait, et donc du coup, il y a des relations qui se font entre les personnages. Mmh. En fait, chaque personnage cherche un peu un traître, enfin, Aussi, en tout mais cas, on essaie de te dire ça dans le même film. si c'est lui qui mène la danse, c'est Fassbender parce Bien il fait sûr. partie du bureau du contre-espionnage dans le système, heu, ça se passe, c'est le système de MI6, je crois? MI6 en Ou Angleterre, l'FBI, je je sais crois. plus, ouais. Non, c'est Bah, aux le États-Unis. couple Cate Blanchett et Fassbender, absolument exceptionnel. Puis ce que tu disais par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on dit pas, la confiance aussi, le Bien sûr, mensonge. aussi, oui. Des fois, il y a des vérités qu'il faut pas dire, mais en même temps, les mensonges sont utiles. Mais il faut aussi la loyauté, enfin, il y a plein de trucs, enfin, qui sont Et puis même, abordés. genre, tout est dit de leur relation dès la première séquence, on les voit que tous Ouais. les 2 Bah, ouais, ouais. ensemble, Ça et revient le souvent duo là-dessus, fonctionne ouais, ouais. très bien. Ouais. J'ai Mmh. l'impression que Fassbender reprend un petit peu son rôle de tueur dans The Killer de David Fincher. Donc on Ah, ressent aussi d'accord. son côté très froid, Mmh. très, peu d'émotions, mais limite, Très les perso extrême aussi, on sent qu'il tous est les toujours sur la corde raide, en fait. chaque personnage sont un petit peu, Ouais. psychorigides, Mmh. on Surtout dirait lui, qu'ils ont là. des problèmes, psychologiques Ouais. assez énormes. Bah, il y a une psychologue d'ailleurs dans le film, D'ailleurs, oui, qui s'occupe d'eux plus ou moins. et qui est même au sein des relations et qui fait partie des 3 Ouais, couples, de personnes. ouais. Donc, Et ouais, qui va aider à révéler le trait ou pas, en fait. mmh, Non, le film est bien parce que je pense que c'est un film resserré et c'est rare aujourd'hui des films resserrés qui arrivent à traiter du sujet et surtout traiter l'espionnage sur, tu as eu raison de dire, sur la thématique du couple d'espions. C'est intéressant, en fait, mmh, je trouve. et c'est pour ça, moi, la seule chose qui m'a un petit peu rattaché au film, c'est pour ça que j'ai pris autant de Ouais, plaisir, ouais, moi aussi, ouais. dans le Ouais. film. On a fait à peu près le tour pour The Insider, ça vous va? Je vous propose, du coup, qu'on repasse à un film dont on avait déjà parlé il y a pas mal de semaines. C'était lors de la nuit, Brian De Palma, qui est, Carrie Carré au au bal du bal du diable? diable, que j'ai rattrapé, dimanche dernier. Et certes, c'est un film dont j'attendais, que je souhaitais voir depuis pas mal de temps, et quel plaisir de le voir enfin. C'est, certes, on sait comment ça va se passer. Je savais déjà comment l'histoire allait se dérouler pendant tout au fond du film. Je savais que c'était l'histoire d'une jeune adolescente qui est un petit peu, martyrisée par sa mère, Sous son emprise un parce peu, ouais, ouais. qui est complètement sous son emprise, Mmh. et qui, du coup, à cause de ça, de très gros problèmes relationnels par rapport à ses camarades de Mmh. classe. Et là, c'est au Anorexique. tout début d'anorexie. Ouais. Puis au tout début, le film commence par, le premier jour où, le personnage de Carrie est à ses règles. Donc du coup, sa mère qui est très pratiquante, très croyante, pour elle, c'est vraiment genre, l'objet du diable. Mmh. Puis le fait que ses camarades de classe l'embêtent un peu. D'ailleurs, je crois qu'on voit une des premières apparitions de, comment il s'appelle, celui qui joue dans Pulp Fiction, de John Travolta dans le film. On le Ah voit oui, qui est c'est vraiment très, très possible jeune, parmi ouais. les mecs, ouais. Ouais, Ouais. je trouve ça vraiment sympa parce qu'il a vraiment genre cette gueule des films des années 70 et cetera, Un visage très lisse. mmh, et il fait très, américain, Mmh. bodybuilder et cetera, Mmh. un peu,
Bah Ouais, puis ouais, Bad Boy. c'est le rôle de Sissi Spacek qui est vraiment, enfin, c'est son premier grand film en fait, Sissi Spacek. Et le truc qu'on a retrouvé aussi dans la Balade sauvage Mmh. de Terrence Malick ou voilà, dans plusieurs films par la suite qui sont assez forts, enfin qui sont marquants des années 70. Puis Pulp Fiction après, Ouais, et je pense que c'est la meilleure adaptation avec Christine oui. des romans de Oui, Stephen King. de Stephen et Shining On parle pas aussi. de Shining, enfin, Oui, si on sans peut compter parler de les films Shining, de parce que le truc de Shining, c'est une interprétation aussi Sachant, de Stanley Kubrick. sachant que c'est le tout premier bouquin de Stephen King. Il a été adapté? Et, non, mais c'est le tout premier bouquin tout court, je crois. Et c'est le premier, du coup, aussi adapté la même Ouais, année. c'est ça. Ah ouais, Ah oui! il a été écrit la même année, tu vois, en 72, en Mmh. 73. Ouais. Bah, du coup, top et puis même genre moi j'ai beaucoup aimé ce côté très jouissif qu'il y avait du coup à la fin du film quand, toute cette colère elle monte, puis même il y a beaucoup de foreshadowing dans le film aussi. Il y a pas mal de choses dont on voit au début du film qui réapparaissent à la fin, mais c'est du coup bien amené. Pas la même année, pardon. C'est un film, le film est sorti en 76 et le bouquin a été écrit en 74, pardon. Ouais, enfin 2 ans près, ouais. Oui, Mais du coup, c'est quasiment ça a quand rapproché, même hein, enfin été vite c'est adapté, ouais, le scénario était terminé, qu'ils ont juste écrit ouais, ouais. le scénario, le plot et ils ont commencé à produire le film. Il y a le rapport au puritanisme qui est très fort, hein, qu'on pourrait retrouver dans l'histoire des sorcières de Salem, en fait. Finalement, on retrouve ça aussi dans Carrie, en fait, dans les femmes qui sont toujours, montrées du doigt par les hommes, en fait, comme C'est étant des ça suppôts du complètement. diable, en fait. Et ne Alors que serait-ce pas que du tout. déjà par le truc des règles. Alors les règles, ça veut dire vraiment qu'elles sont rattachées au monde diabolique, en fait. Oui, alors que c'est juste naturel. Bref, Parce que c'est ça exprime la peur des hommes, c'est mmh, tout, un truc qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas et ils expriment leur peur par la haine des femmes, en fait. mmh. Mais c'est des films qui sont toujours utiles à voir parce que c'est encore des choses d'actualité, hein, notamment par tout ce qui se passe dans l'actualité, Oui, même si là, c'est quand même montré d'une façon très Mmh. caricaturée. Il y a beaucoup Extrême, de ouais. Très extrême, métaphorique, en très fait, métaphorique. Il y a, avec le seau de sang, là. mais tout ça, même avec le feu, le fait oui, même le fait qu'elle se prenne un seau de sang à la fin aussi, mais les images sont Mmh. grandioses aussi, on voit du coup, bah, toutes les inspirations qu'a dû prendre, Ti West et Mmh. Mia Goth pour, faire la trilogie, It's, Pearl et Malsin, ouais. C'est intéressant de voir qu'en fait, que aux États-Unis, il y a une pensée quand même profonde de haine des femmes, hein, enfin, Oui, mais je en pense qu'ils en lame jouent de fond, en fait, on va dire ils toujours, qui est doivent, toujours là, en fait. je ne sais pas. N'étant pas concerné par le sujet, je pourrais pas trop dire mon Bah, mot par-dessus. ouais, disons que ouais, si, à travers le puritanisme, c'est ça qui s'exprime aussi, je pense. Oui, mais ça reste quand même une vision Peur, haine, ça reste quand même une vision très, très datée aussi. ah, tu penses, toi? Je pense que c'est encore d'actualité, hein. Je je La manière dont Hollywood représente les femmes aussi au cinéma, ça change, mais ça change surtout par rapport à faire des comment dire? Des statistiques. Est-ce qu'en réalité ça change vraiment? J'ai un grand doute là-dessus. je me dirais, À débattre. ouais, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à ça, ouais. Ouais, 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 Je c'est dirais ça. Han Solo. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas grand-chose de plus que j'ai déjà dit dans le film. Je trouve que il y a plein de choses de bien à voir, à Ah trouver ouais, dedans. ouais. Et n'hésitez pas à regarder l'émission précédente où on en parlait. Mmh. Je sais pas si c'est la précédente ou celle d'avant, mais bon, je crois que c'est celle encore avant. Et on va changer de film, si ça vous va, Le prix Jacques Deray? pour passer au prix Jacques Deray, donc sacré Jacques d'ailleurs, qui était vice-président de l'Institut Lumière, pour info, Ouais. et qui, suite à son décès, quelques années plus tard, ils ont créé les prix Jacques Deray en l'honneur du film policier slash noir un peu. Mmh. Et en gros, chaque année, à l'Institut Lumière, ils remettent un prix, donc ce fameux prix Jacques Deray, avec une sorte d'homme qui a un papillon sur l'épaule ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Faut aller c'est le regarder. nom d'un film, Un papillon sur l'épaule. Voilà. Mais il y a aussi, notamment Mm. Borsalino & Co, je crois que c'est Jacques Deray. Mais il y a la piscine, mais bon, ça c'est un peu plutôt une étude de mœurs. L'an dernier, du coup, c'était le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, Mmh. qui avait gagné, comme disait Colin, le prix Jacques Deray. Mmh. Et cette année, en fait, c'est un film policier qui a aussi une affaire de procès qui est assez importante dans le film, tout comme dans Anatomie d'une chute, puisque c'est le fil. Donc, le fil de Daniel Auteuil. Daniel Auteuil est plutôt reconnu pour être un acteur plus qu'un réalisateur. C'est Mmh. un de ses rares films, finalement. Mmh. Et du coup, il a fait un film inspiré des écrits je me rappelle plus du nom de
de l'avocat en question. C'est basé sur vraiment un D'accord, vrai OK. fait, hein, l'histoire du fil, enfin de Le Fil. Et en fait, ça raconte donc l'histoire de cet avocat qui va défendre un père de famille qui est accusé d'avoir tué sa femme, Mmh. globalement. Ouais. Globalement, c'est ça et le film joue beaucoup sur, sur, le fait que l'avocat y croit à ça et on ne sait pas, nous, en tant que spectateurs, si c'est vrai ou si c'est faux. On va rester dans le Mmh. doute, dans le film et globalement, voilà et on saura, Mmh. s'il va se faire condamner ou pas et on saura s'il a été coupable ou pas. Mmh. Voilà. Il y a l'idée que le fils c'est un peu, que l'avocat, dans cette affaire, est un peu comme un somnambule sur un fil, en fait. Alors C'est-à-dire, les apparences sont trompeuses, on peut vite, tomber dans l'erreur, se tromper et finalement, c'est peut-être ça la vérité. alors oui, C'est justement, compliqué. il y a vraiment l'histoire d'un fil dans le film, mais c'était pas le titre n'a pas été choisi par Mmh. rapport à ce fil, donc on peut penser que c'est lié à ça. Mais Daniel Auteuil, il disait surtout, que dans son, parce qu'il était présent, il disait que le fil, c'est surtout ce qui lie les personnages entre eux. D'accord, le lien, Voilà. d'accord, OK. C'est vraiment dans cette idée-là qu'il a fait. Et il y a un autre truc aussi, donc là, que je pourrais raconter, mais après, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez que je le raconte ou pas. Mais Daniel Auteuil nous a dit, enfin en tout cas la fille de Daniel Auteuil, qui est productrice pardon, du film, était présente aussi, et nous a dit que le film, ils ont choisi de couper à un moment, le film. Mais en réalité, il se passe d'autres trucs après. Mmh. Et les autres trucs après, moi, enfin, ça m'a choqué aussi, pour Mmh. le coup. Parce que le film, il a une fin qui est mémorable, on va dire. J'ai pas envie de dire plus de trucs parce que sinon, on va vous gâcher le film. Donc Mmh. voilà. Le film a plutôt une fin plutôt réussie. Et ils ont hésité avec une autre fin. Mmh. En fait, ils ont hésité avec 3 fins différentes. D'accord. Effectivement, on peut comprendre une des fins où on croit que c'est la vraie fin. Et le fait que ça continue et qu'on ait l'autre fin fait que je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir arrêté le film plus tard. Mmh. Et voilà. Et il y a encore une autre fin, en fait. Il y Mmh. a encore quelque chose qui se passe après. Il y a une Voilà. idée aussi par rapport à la tauromachie dans le film, parce qu'il y a Oui, alors le rapport qui fait entre des plans vers Arles. les apparences trompeuses, c'est-à-dire qui est dans cette jeu de danse et de vie et de mort, en fait, qui est le bourreau, qui est la victime, en fait. Et du coup, c'est toujours ce questionnement qui se pose, mais c'est ça peut-être le fil, c'est le fil qui relie, en fait, le torero par l'épée au taureau, en fait. Donc c'est le lien qu'il y a Alors, entre celui qui défend et enfin celui qui défend, celui qui est censé être, ouais, le qui défend et puis celui qui est victime, mais en même temps, c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire que ça peut s'inverser. Le taureau peut prendre le dessus, alors Daniel enfin Auteuil voilà a quoi. clairement mis du symbolisme dedans un peu Ouais, il par a essayé moment, en tout cas. mais en réalité, ce qu'il nous disait, c'est que lui, il voulait aussi tourner un film dans le sud de la France, parce qu'il y a vécu et il trouve que c'est un endroit qu'il veut vraiment montrer. Et il a surtout pris plein de plans là-bas, et il a essayé de sélectionner des plans aussi pour le film, pour l'habiller, pour que ça se réponde. Donc il y a aussi des plans qui sont là pour montrer l'environnement dans lequel évoluent les Ouais, ouais. personnages. Mmh. Et je trouve que ça marche. Enfin, Mmh. il y a des très beaux plans dans le film autour et qui sont jamais vulgaires et Mmh. qui sont parfois utilisés pour raconter des choses qui sont dans de l'introspection du personnage Mmh. de Daniel Toy. Donc OK. voilà pour le fil. Je pense qu'on va changer de film. Ouais, les apparences sont trompeuses, ça c'est Voilà. sûr. Et on va passer à un film, on va passer à une enfin pas une rétrospective, mais à un festival. Ah oui. Un festival qui s'appelle le Quai du Polar, donc Ouais. qui est un festival autour du roman policier, entre autres, et Du lien aussi. entre la littérature Voilà. et le cinéma à travers le roman policier, en fait. Alors, il y a certains trucs dans le Quai du Polar où c'est juste des romanciers. Mmh. Nous, on allait voir des séances de films. Mmh. Il en passait à l'Institut Lumière, comme nous, on est allé voir avec Vincent, mais il en Ouais, passait aussi dans à peu près tous les cinémas de Lyon, enfin plusieurs d'accord. cinémas dans Lyon. Ouais. On est allé voir, on a commencé par 38, enfin moi j'ai vu 38 Ouais. témoins, je sais pas si. Moi, je l'avais vu à l'époque, mais il y a longtemps, j'ai un souvenir assez vague du film. Ok, donc 38 témoins, film de Lucas Belvaux. Alors moi, il faut savoir que je connais pas trop le cinéma de Lucas Belvaux, parce que j'avais vu juste un film de son frère qui est décédé,
qui s'appelle Rémi Belvaux, qui avait réalisé avec Benoît Poulvorde, et j'ai perdu le nom du troisième réalisateur, C'est arrivé près de chez vous. Et c'est bien son frère, Lucas Belvaux, donc on parle pas du tout de la même personne, Qui qui est réalise acteur ce film. aussi, qui est acteur aussi, non? Le Lucas troisième Belvaux. réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, c'est Alain Donzel, je crois. Oui, oui, tout à fait, merci. Et oui, oui, il est sans doute acteur dans des films, ça je connais pas assez Lucas Belvaux, donc j'imagine que oui. Du coup, on parle de 38 témoins Mm. qui se concentrent en fait sur un fait divers qui a lieu dans une rue. Nous, on voit la première scène d'intro, c'est grosso modo un cadavre. On voit le cadavre Mm. de quelqu'un qui est sur le sol à l'intérieur juste à l'entrée d'un immeuble. Mm. Et le policier arrive, met les doigts sur son cou pour mesurer le pouls. Et il dit il est mort, et c'est ça le début du film. Et après, on va aller interroger les témoins. Ceux qui ont entendu ou pas, enfin, Voilà. ceux qui dormaient. Et bizarrement, personne n'entend jusqu'au jour où il y a un des témoins qui s'est pas encore exprimé, qui décide quand même d'aller s'exprimer. Il avait juste pas du tout, c'était Mm. juste pas du tout exprimé. Et qui va aller dire que si, lui, il a entendu et que c'était impossible de pas entendre. Grosso modo, c'est ça le Donc il y a principe des gens du qui film. mentent. Donc il y a peut-être des gens qui mentent, peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura les réponses dans le film. Mais en gros, l'idée, c'est que ça joue pas mal sur la responsabilité. Mm. Comment ça se fait que, allons-y, maintenant le film est sorti depuis un moment, comment ça se fait que autant de témoins ont entendu ce qui se passait, et certains ont vu globalement ce qui se passait, et ne sont pas intervenus. Mm. Grosso modo, c'est ça l'idée du film. Mm. Et moi, j'ai trouvé, alors, outre que le fait que l'idée du film, je trouve que c'est plutôt un film qui est plutôt une Mm. bonne idée sur le papier. Mais par contre, moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que déjà, ça joue assez mal les Il y a acteurs. Yvan Attal dedans, je Ouais, crois, il y a qui Yvan joue les rôles Attal, principaux. et je sais plus qui joue la femme, mais en tout cas, ça joue toujours pas tout à fait juste. Il y a des moments qui marchent mieux que d'autres, et je trouve qu'il y a globalement certains moments très mal écrits, surtout sur la relation qu'a ce personnage, donc le personnage d'Yvan Attal, qui est Mm. un des personnages principaux, avec sa femme. Je trouve qu'elle est complètement artificielle, leur histoire, et qu'elle essaye de suivre le récit, mais que ça arrive pas vraiment, et qu'il y a plein de trucs qui font un peu gros cliché, tu vois, d'un film qui mélange drame, romance et surtout un peu le policier, mais vraiment en mode thriller presque, tu vois. Mm. Euh, et voilà, moi je suis assez perplexe. On a eu aussi un autre problème parce que la bande c'était une 35 mm qui était pour le coup qui a été passée en double poste. Donc double poste, c'est-à-dire qu'on a deux projecteurs Ouais. et qu'on va passer d'un projecteur à l'autre en changeant de bobine. Parce qu'en fait, les bandes en 35 mm, on passe pas tout le film en entier. On passe bobine par bobine, et au passage de bobine, on peut faire un raccordement avec du scotch Ouais. souvent. Mm. Mais là, par exemple, ils n'ont pas fait ça. Ils ont passé une bobine dans un projecteur, une bobine dans l'autre. Et quand il y a une petite marque en haut à droite, une marque de cigarette en gros, quand on voit cette marque-là, on a un indicateur comme quoi il faut changer de Oui. bobine. Et c'est à ce moment-là que le projectionniste sait quand est-ce qu'il va devoir passer à l'autre. Et là, le deuxième projecteur, il a claqué. Non, ce qui s'est passé, c'est que le premier projecteur marchait, un des deux projecteurs marchait bien. Le deuxième avait un problème sur le son. Mm. C'est-à-dire qu'à des moments, le son se coupait dans le film. Mm. Et du coup, bon, forcément, ça a gêné beaucoup de monde dans la salle. Et sur la première partie du film, il y a eu plusieurs moments où il y a eu ça. Puis après, passé un moment, tout le film remarchait bien dans le son, donc on voyait qu'il y avait le changement de bande. Et après, de nouveau, sur le projecteur, ça se passait pas bien. Nous, en tant que spectateurs, on le savait pas. On a appris que c'était lié au projecteur parce qu'il passait en double poste. Par rapport à la Et, lecture et de la bande franchement, sonore, en fait. c'était impeccable. Le passage au double poste, moi, j'ai jamais vu la coupure. D'habitude, je la vois toujours. Là, Ouais. impeccable. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment très très beau double poste. Ouais. Merci Anthony. Et bon, c'est dommage qu'il y ait eu ce problème sur la projection. Je pense que le projectionniste devait être un peu embêté avec ça, parce que c'est pas souvent qu'un projecteur, en tout cas à l'Institut, que ça soit le projecteur qui est le problème, Ouais, souvent peut-être c'est la qu'il y a bobine. eu il y a eu d'autres problèmes aussi. Ça peut arriver sur les projecteurs, les pistes sonores, t'arrives pas bien à les lire, en fait. Soit parce qu'elles sont un peu abîmées, soit parce que le patin est abîmé aussi de réception. Je sais pas, en fait.
Voilà, du coup, ce film m'a servi pour vous parler d'un Mmh. problème qui peut vous arriver au Ouais. cinéma si vous regardez des films. Alors, ça arrive sur du 35 mm, mais il peut arriver d'autres choses sur du DCP, hein. DCP, c'est le format digital aujourd'hui. Bah, si la Et, la la et compression voilà. n'est pas très bonne, ça peut merder au niveau de la lecture du son. Donc, bref, j'ai pas beaucoup parlé du film au final. On va passer au film suivant. Bah, c'est Euh, ça, Harcèlement, hein, Harcèlement, de du Barry coup, Levinson, qui était soit de aussi dans Les Quais 95. du Polar. Ouais, 94. Alors je vais faire un peu entre Harcèlement, De beaux lendemains aussi de 97 de Atom et Goyan, et puis Usual Suspect qu'on a vu ensemble, donc de 95. Donc c'est des films un peu de la même période finalement, hein. C'est assez intéressant de voir que, ouais, ces 3 films qui, fin 94, ouais 94, 97, 95. Ouais, des thématiques assez différentes, hein, parce que dans Harcèlement, on retrouve, Michael Douglas et Demi Moore au début de sa carrière. Demi Moore est très jeune. C'est marrant de voir Demi Moore dans Harcèlement et Demi Moore dans The Substance maintenant. C'est un espèce d'écart, mais bon, c'est intéressant de voir aussi la progression d'une actrice et surtout qu'en plus, à l'époque, la thématique de harcèlement était pas forcément énormément, comment dire? Mise en scène au cinéma, enfin le harcèlement dans le milieu professionnel, les questions de pouvoir en fait, et que maintenant on en parle couramment dans l'actualité, par rapport au mouvement MeToo, et autres en fait. Donc du coup, c'est peut-être un film assez annonciateur parce que c'est un film de 94 et du coup on parle de ces problématiques justement de dans le milieu professionnel, les promotions, les préférences, les abus de pouvoir, et donc, bon je vais pas rentrer plus dans l'histoire parce que c'est un film, bah, s'il commence à raconter, c'est plus intéressant, quoi. Mais déjà, la thématique de base, c'est ça, en fait. Et bon, le traitement, c'est vraiment sous le terme du thriller, en fait, qui existait déjà dans Basic Instinct. C'est marrant que Michael Douglas a souvent joué, dans des films, à cette époque où il y avait le désir, le piège du désir, la domination de l'un par l'autre par la sexualité, et puis justement les rapports verticaux dans le milieu professionnel, en fait. Et il a souvent, à cette époque, interprété ce rôle, il était souvent dans ce genre de film, Michael Douglas, et c'est des films des années 90, en fait. Et maintenant, c'est un sujet qu'on aborde, couramment dans la vie quotidienne. On fait dire, dans l'actualité, c'est abordé, les gens en parlent, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein. Il n'y avait pas MeToo, en 94, on n'en était pas du tout là. Et donc par rapport à ça, historiquement, c'est intéressant de voir ce film. Après, le traitement, il peut prêter à confusion, en fait, sur certains aspects, parce que là, dans le film, il s'agit d'un harcèlement d'une femme sur un homme, et alors que dans la réalité, c'est quand même plutôt le cas inverse qui se produit, en fait. Mais ça veut dire aussi que le harcèlement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément genré, en fait, ça peut être aussi dégenré, et que, on peut le retrouver dans le monde professionnel sur tous ces aspects, en fait. Il se trouve que là, c'est traité de cette façon-là, et que du coup l'accusation va être dans l'autre sens, c'est la femme qui va accuser le mec de harcèlement pour se protéger du harcèlement qu'elle a fait subir à l'homme. Donc il y a tout un jeu comme ça, assez malsain. La copie, c'est une copie 35, donc Ok. la qualité super, super qualité. C'est juste C'était des bien, comp le double poste s'est bien Là, je passé. sais pas, moi, j'ai pas demandé si c'était en double poste ou si ça avait été monté, mais je pense que maintenant il favorise, enfin, à l'Institut Lumière, pour éviter de couper des parties de bobine quand il Normalement, recolle. tu vois, même en coupe, non, mais ce qu'il me disait, Ouais, c'est qu'ils coupent pas, justement, c'est qu'ils font le raccordement sans couper pour pas abîmer la bande. Il ouais, suffit juste de décoller le scotch correctement et ouais, voilà. c'est technique, mais Et souvent, les et voilà. productionnistes, il y a longtemps, ils coupaient, en fait. Oui, Ils parce parce qu'ils qu'ils avaient avaient la pas le flemme. temps, il Ouais. fallait faire ça vite. Puis à l'époque, il y avait pas le DCP, donc tous les films, c'était des bobines, donc le boulot était pas du tout le même, ouais. Là, maintenant, si on a une bobine et que tous les films sont en DCP, on a juste à travailler à fond sur une bobine et le reste, on appuie sur le Et, bouton, hein, et donc heureusement que maintenant on essaie de pas trop couper la bande parce que ouais. t'imagines si sur les Bah, films de ça dégrade, patrimoine, tu hein, les ça dégraderais, dégrade, quoi. hein. Mm. Mais il y a quand même, des films, par exemple, cette semaine, moi, que j'ai vu en 35 qui avaient été, on avait senti qu'ils avaient été pas mal coupés à l'époque. Après, c'est pour ça qu'il y a quand même le travail de restauration des films qui se passe derrière et c'est cool de pouvoir, revoir les films restaurés, que ce Ouais, soit en salle ou le fait de les avoir en DVD. Là, récemment, il y a eu Amadeus de Milos Forman ouais, qui a été restauré en 4K une nouvelle fois, ouais, et parce qu'il y avait déjà eu une restauration. c'est bien de l'avoir. Mmh. Bref, il reste 1 minute pour parler de harcèlement. Bon, Je vous Harcèlement, donc laisse j'ai à peu près tout continuer. dit, hein. J'ai à peu près tout dit, c'est pas un grand film, mais c'est intéressant de le voir, hein, vraiment, j'aime bien. Bon, l'affiche est assez éloquente, bien entendu, Mmh. si vous voyez l'affiche. On va passer à De beaux lendemains, hein. Allez, c'est parti. De beaux lendemains de Atom et Goyan, qui fait plus adaptation d'un bouquin d'ailleurs, là, plus précisément. Harcèlement, parce que comme c'est dans le cadre du polar, Week-end du polar, enfin
festival du polar, Quai du Polar à Lyon. Tous ces films correspondent à des romans, en fait, hein, donc ils ont été adaptés à l'écran. De Beau lendemain, donc c'est plus un film choral, on va dire, sur, la base du film, c'est un accident de bus scolaire, en fait, qui a coûté la vie à des enfants et on voit toutes les répercussions qu'il y a sur la population de la ville, village dont faisaient partie les enfants, en fait. OK. Et donc, il y a l'intervention d'un avocat, mais c'est traité pas de façon du genre, l'avocat vient pour défendre les familles, tout ça, des victimes, parce que, effectivement, dans ce genre de situation d'accident, bien, il y a des conflits de pouvoir, en fait. Il y a ceux qui sont mis en cause, ils vont essayer de dire, ben non, c'est pas de notre faute, c'est la faute du conducteur. Et donc, l'avocat essaye de voir qu'il y avait peut-être une négligence dans des pièces de réparation comment dire, du bus et pour obtenir des dommages et intérêts et pour, voilà, renverser la vapeur, en fait, défendre les victimes par rapport à l'assurance des constructeurs ou de la compagnie de bus, en fait. Mais, on va dire que le film est intéressant dans la mesure où, il va traiter du lien social qu'il y a entre les gens par rapport à leur culpabilité, la colère par rapport à cet événement, leur désir de justice et leur relation surtout le film va être axé sur la relation qu'ont les adultes avec leurs enfants, en fait. Mais aussi les enfants qui sont devenus adultes, quelle relation ils ont avec leur père ou leur mère et donc c'est un film assez complexe qui traite un peu plein de sujets sans jamais vraiment aller jusqu'au bout, en fait. Et que la vie humaine, eh ben, elle est enfin, en tout cas, la vie dans un village, elle est faite de beaucoup de mystères, de mensonges et de drames aussi, parce qu'il est question aussi d'un inceste dans le film, mais j'irai pas plus loin. Du coup, bon, il y a on sent vraiment que c'est adapté d'un roman parce que, à la différence de certains films, des fictions qui s'inspirent d'un roman, là, on sent qu'il essaye de coller, le réalisateur essaye de coller à les multitudes de portes qui sont ouvertes dans le roman, en fait. Et la littérature, l'avantage qu'a la littérature par rapport au cinéma, c'est comment dire? Ouais, un roman peut ouvrir énormément de portes. Au cinéma, c'est plus compliqué, quoi. Mais il arrive à rendre quand même ce cette, cet avantage qu'a le roman, il en arrive à le rendre plausible dans le film, en fait. On peut rester à la fin de ce film un peu sur son se dire: «Mais quel était le but de ce film?» Bah, il y a pas vraiment de but, en fait, hein. Le but, c'est de s'intéresser à la vie d'autres personnages, tout simplement et c'est peut-être ça ce que f l'intérêt de la culture, c'est de nous proposer différents regards sur, l'autre, en fait, l'autre, l'altérité. Voilà, mais le film est intéressant et on retrouve, celui qui joue là, notamment, bah, il a joué dans plein de films de second rôle, mais là, il a un rôle plutôt principal parce qu'il joue le rôle d'avocat, celui qui interprète le rôle de Bilbo le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, donc ah, dans Le Seigneur des Anneaux? Oui. Ouais. Ah, donc pas dans Le Hobbit, quoi. Oui. Oui, c'est, Enfin, il le Yann. interprète dans Le Hobbit aussi, hein, c'est pas le même? Si, au tout début, Au tout du début Hobbit, aussi. il le Si, au tout début, on réinterprète. le voit, en fait. Mais oui, qui est mort en 2020, Qui est un j'ai grand oublié le acteur, en nom, fait, etc. Oui. acteur de théâtre aussi, hein. Qui est là, on le voit, voilà. Bon, maintenant, on va peut-être passer à Usual Suspect tous les 2 parce qu'on l'a De Bryan vu. Singer, ouais. Tu l'as vu toi aussi, Colin? Pour revenir sur pas vu. Brian, Moi, je l'ai vu. pour revenir sur, Usual Suspect, bon là, c'était l'UDCP, bah, la qualité de la copie était nickel, bien sûr. Film de 95. Ouais, 95. Pour reparler du truc, c'est qu'il a été présenté par Marc Lévy, qui a bien précisé au début du film que ce genre de film, c'était l'un des premiers films dans la structure du scénario, enfin, qui présentait une structure du scénario particulière, en fait, qui n'avait jamais été vue à l'époque, en fait. Et d'ailleurs, on a eu ces discussions à la fin du film à propos de ça, par rapport notamment au mécanisme du twist, en fait. Oui, c'est un film à twist, pour le coup, Mais très nouveau à l'époque, hein, c'était très et c'est moderne. un film où la chronologie se perd, où on sait pas Ouais, forcément qu'est-ce qu'il y a avant quoi et on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il y a avant quoi. ouais. Même s'il y a quand même une idée de chronologie, enfin, il y a plein de choses qui sont linéaires dans le film, il y a pas de problème sur ça. Bah, notamment Mais il y a l'entretien entre quelques passages qui ouais, le sont pas. ouais, Il y a ouais, quelques c'est passages qui sont flous sur leur linéaire, sur leur, bah, surtout la structure d'un polar, souvent les polars étaient, marqués par, l'âge d'or d'Hollywood des années 50, c'est-à-dire une structure assez classique, en fait, où on raconte une histoire, en fait. Avec assez peu de flashbacks ou de jeux de temporalité, à part peut-être dans, comment ça s'appelle? Dans, Les Tueurs de Zio de Mac,
où il y a un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas un Et peu, tu vois, je me refaisais on se faisait ouais. réflexion, mais des films de Hitchcock aussi qui reprennent un peu quelques twists un peu à des moments, notamment Psychose ou des choses comme ça, Des jeux de temporalité un peu, ouais. mais moins de Pas temporalité, énormément, en mais fait, plus mais des twists. Mais je me posais la question. bah, dis donc dans Twist po le système de Hitchcock, c'est que nous, on voit ce que les acteurs ne voient pas, en fait. Donc c'est le système Oui du aussi, ouais. suspense, en fait. Mais la différence, je veux dire, le truc de la particularité du suspense, c'est de brouiller les pistes, en fait, de tromper, le spectateur, en fait, sur ce qu'il pense vrai de ce qu'il voit, en fait. Non. En Ouais, tout cas, bon, tu vois, le ouais, truc, c'est qu'à l'époque, peut-être ouais. que ça a pas mal surpris le monde, Ah ouais, ça, c'est sûr. mais aujourd'hui, vu qu'il y a plusieurs Ouais, ouais. films, j'imagine qu'ils sont sortis soit après, et j'ai pas d'exemple s'il y a vraiment des Ouais, films qui sont ouais. sortis avant quand même, Sur parce ce que système des fois, de on en retrouve quand même. Mais, de qui est qui, en fait. le truc, c'est que en le voyant aujourd'hui, Ouais. avec toute la connaissance qu'on a sur Ah bah, oui, le oui. cinéma, Ça marche pas bah, pareil, hein. il y a eu tellement de films qui marchent sur des twists, Ouais, etc., et sur un ouais, fonctionnement ouais, similaire à Usual Suspect finalement, ouais. que ben moi par exemple j'ai cramé très très vite Ouais, ouais, ça perd son charme, ouais. la finalité du film, et en réalité ça m'a pas pris longtemps de le cramer quoi. Ouais, ouais, Mais peut-être aussi parce que bah il y a un ressort scénaristique qui a été beaucoup utilisé par la c'est suite, ça, ouais. qui est utilisé dans ce film-là. Et du coup, en fait, c'est un film qui fonctionne quand on accepte quand il faut le remettre dans la temporalité de sa création, en fait. Ça, c'est important, en fait. C'est peut-être ce qu'il a voulu faire Marc Lévy en présentant, en disant que ce genre de film n'existait pas à l'époque, hein. Donc c'est pour ça que le film a eu, le prix du scénario. Mais moi, en ayant revu le film pour la deuxième fois, parce que je l'avais pas revu depuis sa création, depuis que la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire à la sortie, beh, du coup, effectivement, il y a plus de surprise, enfin, ça perd beaucoup de son charme, hein. Par contre, on peut apprécier la structure, comment c'est fabriqué, tout ça, et que effectivement, quand on a une connaissance de ce genre de film par la suite, parce que ça a inspiré d'autres films, ça perd beaucoup de son charme, tout simplement. Mais 30 ans après sa sortie, il fonctionne toujours. Ah oui, bah, il fonctionne en termes de qualité de film. Après, en termes de révélation, non, beaucoup moins, parce qu'il y a tellement eu de films qui fonctionnent sur le même ressort, qui ont été faits par la suite. Parce que c'est un peu ce film-là qui a été, qui a initié un mouvement de scénario qui fonctionnait sur le même ressort, avec une révélation, enfin, et puis un twist, en fait. Bah, en fait, Mais bon, ouais. outre le twist, le vrai problème du film, c'est qu'il va, à mon sens, souffrir du fait que dans son intrigue, ben, vu qu'il veut te perdre, je trouve qu'il se perd sur ce que lui veut faire de ses personnages. Enfin, je sais pas comment pas cramer le film, en fait, en disant Non, ça. le problème, c'est que ce film, en fait, c'est difficile de le défendre actuellement. On peut juste considérer Mm. qu'il a une qualité certaine, c'est sûr, mais qu'après, on peut pas. Il est difficile de parler du film en En ayant un sortant son regard contexte. habitué, Mm. habitué à ce qu'on a connu du cinéma après ce film. Mm. C'est ça qui est compliqué. Et surtout que Voilà. voilà, un des problèmes du film, si jamais on le remet dans l'actualité, c'est que, bah, outre le fait, si on passe le twist, imaginons qu'on ait trouvé ben, le twist, quoi, avant. Ben, une fois qu'on a trouvé ça, on a quand même du mal à comprendre le pourquoi, tu vois. C'est toujours ça, c'est le pourquoi est-ce que tel personnage a fait ce qu'il a fait, tu vois. Et en réalité, bah, ce film, C'est pas le sujet, je pense, le film. il essaye tellement de te brouiller les pistes sur d'autres Ouais. choses qu'il en perd, je trouve, Moi, le je pense que pourquoi. le, Mais le bon. sujet du film, c'est surtout qu'est-ce qu'on attend nous du cinéma, en fait. Tout, hein. Il y en a qui attendent des réponses, enfin, et en fait, le cinéma est un jeu sur le faux et le vrai, en fait. Et voilà, je pense que ça nous pose la question est-ce que nous, en tant que spectateurs, on veut absolument trouver la solution? Est-ce que le cinéma, c'est un jeu de pluie et d'eau? Ben, pas forcément. Je pense que le film là-dessus avec le temps, questionne sur notre rapport à nous, en tant que spectateurs, face au cinéma, en fait. Il y a deux, trois trucs que j'aimerais développer, mais je pense qu'on Voilà. parlera d'un autre Ah, moment. d'accord. Et on va passer au OK. film suivant, D'accord. qui est La Rumeur. Ah, la rumeur, alors ça, c'est la fin de la rétrospective à l'Institut Lumière sur la filmographie de Audrey Hepburn. Donc quand même un très beau couple d'acteurs dans le film de William Wheeler de 61, qui avait déjà été, proposé à la qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Hein? Qui avait déjà proposé à la comment dire?
qui avait déjà été programmé par le festival Écran Miss il y a quelques années, en fait, par rapport à son sujet d'ailleurs. Et du coup, parce qu'il s'agit, effectivement d'homosexualité dans le film, enfin, en tout cas, c'est traité de manière indirecte, mais c'est quand même traité dans le film. Et surtout, comment le film a pu exister, en fait, hein, en 61, dans un Amérique qui était très homophobe à l'époque. Et donc du coup, bah, elle l'est encore, mais un peu moins, mais beaucoup quand même. Et du coup, ce film est encore d'actualité, sur effectivement, sur les ragots qui se font. Bon après, ça se passe dans une école, qui est tenue par 2 femmes en fait. Donc Audrey Hepburn, enfin c'est une pension qui fait école aussi, une pension de jeunes filles et tenue par, Audrey Hepburn et Shirley MacLaine. Je sais pas si vas-y, dis parce que il y a double conversation Non, là, mais en fait, ouais. là, il y a un film qui est pas sorti, qui s'appelle Rumors, dans lequel il y a Ah. Kate Blanchett dedans. Et du coup, quand tu me dis Audrey Hepburn et que moi je pense à Kate Blanchett parce que c'est un autre film, ça me fait rire. Du coup, c'est Ah d'accord, par rapport au aucun rapport, du ah coup. d'accord, OK. Mais peut-être que c'est le même sujet d'ailleurs, hein, Rumors. Je pense pas. D'accord, OK, d'accord, c'est pas grave. Et donc, alors, pour raccourcir l'histoire est pas vraiment intéressante, mais c'est de voir surtout les problèmes de comment dire? La relation qu'ont les États-Unis face à la sexualité, qui reste problématique, mais même qui peut être problématique dans les sociétés modernes encore, hein. On a encore une relation à la sexualité qui n'est pas vraiment libérée, on va dire. Et donc du coup, ces 2 femmes font les frais de ça, en fait, et font les frais d'une petite fille qui a du mal à s'intégrer dans le groupe, sans dominer ses camarades. Et donc du coup, elle se venge plus ou moins de ça auprès de ces femmes professeurs, en racontant une histoire, qu'elle fabrique de toutes pièces pour se donner de l'importance. Bon après, je trouve que William Miller, il dépeint cette petite fille de manière un peu trop extrême et c'est là-dessus un peu enfin assez assez malvenu de montrer une petite fille comme ça, qui a vraiment des intentions perverses et qu'elle est vraiment désireuse de faire le mal. Là, j'ai un doute là-dessus. Je suis pas sûr que les enfants aient conscience du mal qu'ils font et ont vraiment une envie profonde de faire le mal. C'est plutôt une affaire d'adulte ça. Mais bon après c'est un choix de William Miller parce qu'il fallait qu'il trouve une personne qui déclenche cette rumeur sur ces d'autres femmes et cette rumeur qui va jeter l'opprobre sur ces 2 femmes qui tiennent cette école et qui va mettre en danger cette école qu'elles ont créée elles en fait. Donc il y a toute une histoire là-dessus et le lien qu'il y a entre ces 2 femmes aussi, qui est pas forcément si clair que ça. Mais du coup, là j'ai un peu survolé le truc, hein, mais je sais pas si j'ai été très clair, mais si ça va. Mais du coup, parce que je me permets de parler du film sans raconter l'histoire, juste de donner des éléments. Mais c'est un film très moderne pour l'époque parce que je pense que le final du film de ce film de William Miller. Non, vas-y, Pardon? vas-y, Non, vas-y. non, désolé. Non, 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 mais c'est pas grave. Non, mais pas du tout. Je croyais qu'il y avait une conversation qui s'entamait. Non, pas du tout, Non, pas du non, tout. mais c'est moi qui me suis trompé. Mais donc, ce film de William Miller avec ce final, alors là, je vous pose la question quand vous verrez le film. Je pense que le choix de William Miller a choisi de finir ce film de cette façon-là pour éviter la censure, en fait, parce qu'à l'époque, traiter le sujet de l'homosexualité, ça pouvait être problématique à Hollywood. Et voilà quoi. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, méditer. Je pense que William Miller, en traitant ce sujet-là, aurait été désireux de faire une fin différente. Bon, la fin est celle-ci, voilà. Bah, ouais, Est-ce que tu l'éclipse souhaites alors, on continue passer sur à l'éclipse? l'éclipse? Est-ce qu'avant tu veux un biscuit? Ouais, je veux bien. Ah, c'est vrai que je parle depuis 10 minutes là. Ben ouais, c'est Désolé. ça, mais pas de Ouais. souci, c'est juste, ben, Mmh. 20 minutes, c'est pas Mmh. grave. Ah bah, C'est pas désolé. grave, aucun souci avec ça. Désolé. Du coup, l'éclipse de Antonioni? Ouais, l'éclipse d'Antonioni de 62 avec Monica Vitti et Delon. Un film qui peut faire écho au film, Bonjour Tristesse d'Otto Preminger avec Jane Seberg et David Niven. Parce que ces films-là, en fait, vont parler, de l'envers de cette période un peu d'euphorie, économique, que connaît un boom économique et que connaît l'Italie à cette époque. Enfin, l'éclipse, c'est pour, sur la société des Trente Glorieuses, en fait, mais là, l'éclipse, ça se passe en Italie et donc du coup,
on y voit un monde, finalement, ça c'est un peu la réflexion politique de Michelangelo Antonioni et dans tous ses films d'ailleurs, jusqu'à Zabriskie Point et même Blow Up, de voir un monde en fait dirigé par l'argent et où finalement il est très difficile de parler d'amour en fait. Que l'amour est quasiment difficile, quasiment impossible à trouver et que les gens sont complètement dirigés par l'argent, ne serait-ce qu'à travers ce personnage de comment dire, de Alain Delon qui est complètement qui vit dans le monde des traders en fait, hein, l'équivalent des Ah, traders, des spéculateurs de l'époque. Excellent, avec les clés magnifique. magnifique. Et donc, on pourrait dire que ce film, à travers ces personnages qui jouent avec l'argent, et finalement Delon qui rencontre Monica Vitti dans le film, qui finalement est à la recherche d'écoute par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie de femme en fait. Eh bien Delon, sa relation qu'il a avec elle, c'est très lié à la séduction. Et en fait, pour lui, c'est pas une relation amoureuse, c'est le fait j'ai réussi à attraper cette fille. Point final en fait. Du coup, elle s'aperçoit cette fille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dire, la façon dont c'est dit, c'est très bizarre maintenant. Non, non, J'ai mais vu, j'ai réussi à attraper cette fille. ouais, Ok. hein? C'est un prédateur du coup Voilà, de long. c'est très les hommes sont des prédateurs dans ce film, hein, d'ailleurs, Ok. et les femmes essayent de survivre dans cet univers de prédation masculine où les hommes sont toujours à la recherche de gagner une bataille ou de gagner quelque chose en plus, de l'argent ou perdre. Mais du coup, où sont les sentiments là-dedans, en fait? Et la manière de filmer d'Antonioni, c'est de montrer ce monde vide de sens s'il n'y a pas de sentiments, finalement, hein. Le monde des humains est vide de sens si on n'y arrive pas à y donner sens, sentiment, en fait, quelque chose qui, qui nous, euh, qui nous relie en fait et qui nous donne un tant soit peu une idée d'espérance pour ne pas sombrer dans ce monde absolument cynique de la finance, de l'économie, où effectivement il n'est question que de chiffres en permanence. Et il y a des plans vraiment étonnants d'Antonini où il filme les rues vides, les architectures verticales du monde des humains en fait, et, euh, et, euh, et finalement un monde vide en fait d'humains. Il n'y a pas d'humain en fait. La seule signe de vie dans ce monde-là, c'est l'eau qui essaye de se faufiler un passage dans les trous des murs, le long des rigoles, tout ça. Et que les humains là-dedans sont complètement déshumanisés en fait. Ils ont construit un univers où finalement ils se sont déshumanisés en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Après, là, j'ai traité un peu rapidement, mais c'est un film qui a plein de portes d'entrée, mais qui a une dimension philosophique très importante, comme il y a aussi cette dimension-là chez Pasolini, énormément, dans une critique du monde libéral, en fait, hein, tout simplement. Donc, L'Éclipse fait partie de ces films-là qui sont, Ces pays, ouais. non, qui sont des films assez dramatiques, en fait. Et on a vu des films qui parlent du même sujet, mais de manière sous le terme de la comédie, comme Il Boom, avec Alberto Sordi, de Ouais. 62. Également, ouais. Ouais, comment? Oui, de Antonioni également, il boom. Il Boom? Je crois pas, non. Je crois que c'était Dino Risi ou Ah oui, Elio Dino Petty, Risi, vous en avez parlé, je mais suis oui. pas sûr exactement, je crois que c'est Dino Risi, Mm. je crois, hein. Et du Pardon. coup, qui sont très critiques, face à au cynisme de ce monde qui ne fonctionne que sur l'euphorie économique, en fait, sur l'argent, tout ça. Où est l'humain là-dedans? Oui, l'humain là-dedans, ouais. Donc, on peut l'avoir traité sous forme de la comédie avec le film de Lee Boom ou la drame, L'Éclipse. Et ben vous avez tous les deux faux puisque c'est Vittorio De Sica. Ah, bravo! Mais qui Eh ben, a c'est changé, ouais, qui à l'époque avait choisi la comédie, lui qui a commencé par le néoréalisme, en fait. Et on passe au suivant peut-être. Ouais, voilà, exactement. La La 317e 37e section, alors 37e section, un film très important de Sean Duffer, qui est tiré de son propre livre d'ailleurs, hein. Il l'a mis à l'écran, enfin il l'a mis en fiction cinématographique, son propre roman en fait, ouais, qui parle de la fin de la guerre d'Indochine. Donc le film a été tourné en 64, donc 10 ans après la fin de la guerre d'Indochine. Donc. Parce que la guerre d'Indochine, la fin, c'est, je crois que c'est 54, la bataille de Dien Bien Phu, enfin, en tout cas, qui a amorcé la fin de la Sûrement, guerre. ouais, je ne saurais pas te dire les dates. Et donc, du coup, on voit le parcours, en fait, d'une section de l'armée française qui est, il y a quelques, enfin, en tout cas, les chefs sont des Français, enfin, en tout cas, de souche, et les autres sont comment dire, des Vietnamiens qui sont ralliés à la cause française. Et encore, on sent aussi comment dire, l'assujettissement comment dire, des Vietnamiens à travers ces personnages-là, ces soldats-là, qui sont au service des chefs français, en fait. Et du coup, on voit ce parcours en fin de guerre, en fait, parce que c'est vraiment la fin de la guerre d'Indochine.
et un parcours désespéré, en fait, où il s'agit vraiment où c'est vraiment on parle vraiment de la guerre, il y a et que les mots dans cette guerre-là font partie de cette guerre, en fait. Il y a un moment donné, il y a parce que le personnage principal sont interprétés par Bruno Cremer et François Perrin. Attends, c'est ça, François Perrin? Je sais plus. Je sais plus, en tout cas, c'est l'autre, officier, en fait, de l'escouade. Donc à un moment donné, c'est l'un qui a reçu une balle et qui va mourir et qui dit à l'autre, «Mais tout ça, c'est dégueulasse, en fait». Et comment dire? Et Bruno Cremer, qui a une expérience de soldat depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en tant que personnage, dit: «Beh, c'est pas dégueulasse, c'est la guerre, de toute façon, la guerre, c'est ça, en fait». Et les resteurs de biologie, Et dans tous heu les cas, oui. et il parle de ses ennemis en disant: «Mais eux, ils savent la guerre, ils savent faire la guerre, chapeau». Il dit ça, en fait. Enfin, c'est vraiment un truc de guerrier, quoi. Et complètement De que, certes, et ils pour eux, peuvent c'est pour avoir, lui, le c'est même avis de la guerre par rapport à leurs opposants, ouais, il reconnaît la qualité de ses opposants, en fait. En tout mmh, cas, la qualité guerrière de ses opposants. On sent vraiment c'est un soldat, quoi. Et vraiment le personnage de Bruno Cremer, c'est un homme qui n'a vécu que comme ça toute sa vie en faisant la guerre, parce qu'il dit même à un moment donné, qu'il pourra jamais retourner à la vie civile, en fait. ah oui, OK. Voilà. Il préfère, continuer d'ailleurs, on apprend par la suite qu'il est mort, à la guerre d'Algérie, en fait, dans une échauffourée, en fait. Lui qui avait commencé à faire la guerre comme, comment dire? Soldat, incorporé d'office, heu, par les Allemands puisqu'il était alsacien, dans la Wehrmacht, en fait. Donc il a commencé en 44 et finalement il est mort en 61. Voilà, donc c'est vraiment un parcours à travers, l'expérience de ce soldat dans la 317e section, pendant la guerre d'Indochine. On parle du parcours de ces hommes, en fait, qui à 20 ans ont commencé une vie de soldat, et cette vie a duré, pendant tous les conflits, en fait, qui ont traversé ces 15 années, en fait, 15-20 années. Bon, voilà, c'est vraiment la guerre à l'état pur. On pourrait mettre en relation ce film avec Platoon, par exemple, d'Oliver Stone, où on est vraiment dans l'horreur de la guerre, en fait, et dans les codes de la guerre, en fait. Mais On est vraiment c'était la là-dedans. guerre d'Indochine, Platoon, non? Platoon, c'est la guerre du Vietnam, en fait. Oui, la guerre du Mais du Vietnam coup, aussi, oui. c'est intéressant de mettre ces 2 films en rapport, en fait. Voilà. Et est-ce que tu veux encore dire un truc sur le film ou tu veux qu'on passe au Non, suivant? parce que je pense qu'on pourrait parler, des conditions difficiles de tournage, qu'a rencontré Pierre Schoenderfer, parce que c'est vraiment un tournage qui a eu lieu au Cambodge, en fait, intégralement. Ils étaient équipés de caméras légères, 2 Amex, je crois, c'est 2 caméras Amex, en fait. À l'épaule, oui. Ouais, 35 millimètres. Et donc du coup, le film, on sent vraiment que c'est à la limite du documentaire, hein, on est vraiment là-dedans. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'un des premiers films faits de cette façon-là, en fait. C'est un système de tournage qu'on retrouvera aussi plus tard avec Werner Herzog dans Aguirre et la Ah! colère de Avec Dieu. oui, oui. Un tournage dans la nature avec des conditions difficiles et pas forcément énormément de moyens. Oui. Donc on peut admirer la qualité du jeu des acteurs qui se donnent, on va dire, à fond, vraiment à fond. Voilà, bon, non, mais j'ai tout dit, enfin, quasiment. Eh ben, je te propose de passer au dernier film. Alors le dernier film, moi, que j'ai pu voir, en Et patrimoine, en fait, de cette semaine, c'était L'Orphelinat qui est passé, donc c'était une séance du Scary Movie de Scary UGC pour Movie la de UGC, ouais, du tu l'as vu toi vendredi. aussi, non? Non, j'aurais bien Tu aurais aimé voulu le voir? voir à Ouais, l'orphelinat, mais j'étais pas disponible, il y a ouais, plusieurs c'était soucis. difficile, ouais, moi, je me suis dit, j'avais ce créneau horaire, je me suis dit: «Va le voir». Et Et Antonio Bayona, ça reste quand même un cinéaste contemporain très, très remarqué. Son dernier film, c'était, Juan Antonio le Bayona, tu veux dire? oui, The Society of the Snow, donc D'accord, qui était sorti l'année dernière, qui était vraiment genre très remarquable. ouais, Et je crois que L'Orphelinat, c'est un de ses premiers films qu'il c'est a fait, ça, ouais. Produit par Guillermo découvrir. del Toro, en fait. Donc on Mmh, y retrouve des thématiques fantastiques chères à Guillermo del Toro, hein. mmh, Comment dire? Le retour du passé, enfin, of course, oui. la réminiscence du passé dans le présent, les expériences traumatiques, en fait, ce qui était jusqu'alors caché, qui se révèle, dans l'expérience notamment dans ce film, de cette femme qui a été, par le passé, élevée dans un orphelinat et qui là veut diriger reconstruire un orphelinat dans l'ancien orphelinat, en fait. Et donc elle va revivre, son expérience qu'elle a vécue, à travers aussi la perte de son enfant qui est adopté. Bon, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi comment dire? Le rapport entre l'univers des enfants qui est très différent de l'univers des adultes et le lien qui arrive à se faire entre les 2. Et là, le lien qui se fait entre les 2, il est, comment dire? On a un peu l'impression que,
entre les adultes et les enfants, il y a quelque chose d'incommunicable, en fait. OK. Ou en tout cas, il y a un jeu de pistes que maîtrisent il y a les énigmes et les jeux de pistes que maîtrisent les enfants dans leur jeu à eux, il est difficile d'accès aux adultes et que les adultes, finalement, mettent beaucoup de temps, en fait, à comprendre le monde des enfants, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va aussi réutiliser quand il avait fait, The Impossible peu de temps après. Ah bah, je l'ai pas Aussi. vu, mais toi, Mmh. tu peux en parler, ouais, là-dessus, sur Qui ce était vraiment il me semble que c'est Juan Antonio Bayona qui l'a réalisé, mais peut-être que d'accord. je confonds avec un autre réalisateur. Mmh. Mais on suivait une famille qui était, sur une île et il y a eu un tsunami qui a dévasté toute l'île et D'accord, tu vois vraiment, les enfants qui se sont séparés des parents. On retrouve, hem, Ewan McGregor et le d'accord. premier rôle de Tom Holland quand il était vraiment, Mmh. OK. gamin et donc du coup, on voyait vraiment, cette famille essayer de se reconstruire, malgré du coup, l'épopée qu'ils ont vécue, à travers Mmh. ce tsunami. Et les séparations, en fait, Et qui cette se les séparation, ouais, qui est deuils, tout vraiment ça. marquante et on Mmh. voit les 2 bouts essayer de se rejoindre, au bout du film. Je trouve ça très Ah bah, intéressant voilà, bah, c'est et exactement dans leur Fafina, on retrouve ça mmh, aussi. Mais justement, il y a le problème de enfin non, c'est pas un problème. Ce qui, la particularité de ce cinéma-là, c'est de dire quelquefois on trouve la solution, mais trop tard. mmh, Il y a toujours un décalage qui fait que le monde des adultes et le monde des enfants est séparé, en fait, quoi qu'il OK. arrive. Ça, c'est un drame quand même, hein, bon, parce qu'on sent que, il y a l'attachement des parents et en même temps, il y a la vie de l'enfant qui va se construire indépendamment des parents aussi. Mais je pense Donc que c'est ce thème-là qui est vraiment récurrent dans sa filmographie, que ce soit dans d'accord. Quelques minutes avant minuit aussi, où c'était l'histoire d'un enfant qui vivait dans ses rêves parce que, il Mmh. était, je crois, malade ou sa famille était avait Bah, on des retrouve ça on d'ailleurs dans retrouve ça l'Orphelinat, il y a là-dedans. aussi, ouais, ouais. Dans le Jurassic World qu'il a réalisé, il y avait aussi ce côté que, la fille l'enfant dans le film était complètement en dehors de ses des autres personnages Mmh. autour, parce qu'elle gravitait dans son monde et elle essayait de retrouver quelque chose de paternel dans son lien qu'elle a avec Mmh. ses doyens, mais elle avait du mal à le retrouver Mmh. et même là récemment avec, Society of the Snow Mmh. où, c'est l'histoire de du coup cette équipe de rugby, je crois, qui s'était retrouvée, Bloqué? bloqués dans la chaîne de montagnes, en Argentine et qui ont dû essayer de retrouver du coup leur humanité en essayant de survivre ensemble, essayer de retrouver, du coup, la vie normale. Ouais. Parce que je crois qu'ils sont restés plus de 3 mois, ils sont restés combien de temps, oui, c'est au Chili, pardon. J'ai pas la durée, mais oui, c'est bien une équipe du rugby du Chili et il y a 29 survivants, qui se sont retrouvés coincés. Mmh. Bah, en fait, intéressant de voir que le cinéma fantastique avec Guillermo del Toro, parce qu'il est quand même producteur du film, a pris une autre tournure à ce moment-là, en fait. Mmh. C'était plutôt, le cinéma fantastique était beaucoup plus axé par le passé sur des adultes qui font peur aux enfants, en fait. Ou en tout cas, des créatures qui font peur aux enfants, qui font peur aux adultes, mais en même temps qui les fascinent, qui sont des objets de réflexion pour les adultes et qui font ces objets de réflexion-là font peur aux enfants, que ça soit les vampires, Frankenstein, tout ça, en fait. Mais d'ailleurs, il a Et avec lui est arrivé ce système du conte, en fait, où, oui, les contes, effectivement, ont une portée, comment dire? À la fois, c'est des choses qu'on raconte aux enfants, mais ils ont une portée quelquefois encore très très moralisateur mo aussi. très difficile, enfin, pas forcé enfin, que l'enfant va capter des choses, l'adulte va penser que le conte est quelque chose d'enfantin, en fait. Mais l'enfant, finalement, va capter des choses dans le conte qui n'apparaissent pas forcément clairement à l'adulte, en fait. Ou que Ouais, ouais. l'adulte va analyser, en fait, mettre de la distance. L'enfant va vivre l'intégralité des contes, dans toute leur complexité sans pouvoir les expliquer vraiment, en fait, ou comprendre vraiment ce qui se passe. Et donc c'est peut-être ça ce qui joue dans le cinéma fantastique un peu, initié par, Guillermo del Toro. Truc qu'on retrouve pas d'ailleurs et de manière aussi franche dans le cinéma de John Carpenter, qui est lui plus attaché au fantastique classique en Là, fait, c'est fait à base mais d'aliens, de différemment. monstres et Ouais, cetera, différemment en tout cas. Moi je trouve que Guillermo del Toro parce qu'il y a aussi un enfant dans Chronos par exemple, son premier film, qui est la fille ou le fils du comment dire? De l'antiquaire et il y a aussi cette présence et même si le personnage est pas autant travaillé que dans l'orphelinat où là la présence des enfants est très importante. D'ailleurs, c'est eux qui mènent la danse finalement et l'adulte qui essaye de trouver des solutions, de comprendre, l'énigme en fait et le personnage des enfants dans le cinéma de Guillermo del Toro, comme d'ailleurs dans le cinéma Bayona. par exemple dans La Cité des enfants perdus, Oui, voilà, Jeunet Jeunet, ouais. et Caro. Ouais, Jeunet et Caro, même dans sa manière de faire les films qui sont des films finalement comme des contes en fait, que ça Oui. soit Délicatessen ou Amélie Poulain, tout ça. On sent que
il y a un tournant dans cette époque où le fantastique s'est davantage intéressé au regard de l'enfant, en fait, à mon avis. Voilà. Et on arrive au terme de l'émission. Au terminus, tout le monde descend. Oui, Chut. quelqu'un voulait dire un mot pour je sais plus quelle personnalité Bah oui, qui donc nous avait quitté c'est Val récemment. Kilmer qui est mort il y a quelques jours. Qui est mort lundi, il me semble. Voilà, qui est mort lundi. Ou mardi. Yves Boisset aussi, qui est mort aussi, quelqu'un qui avait l'un des rares cinéastes à avoir traité, on va dire, des problèmes de corruption et de guerre, enfin les problématiques de la France qui a fait la guerre et de la corruption en France, enfin, dans la police, dans la justice. Dans les thèmes qu'il a abordés au cinéma. Voilà, c'est ça. Ou alors même des thèmes qui étaient, par exemple, le prix du danger, qui est annonciateur comment dire, de la télé-réalité en fait, et de ses dérives en fait. Parce que moi, par rapport à Val Kilmer, mis à part les Top Gun, moi j'ai pas vu Ouais, grand-chose dans lequel il ouais. a joué, mais j'avais vu un très bon documentaire qui est là actuellement sur Arte, qui s'appelle Val, qui a été produit par le studio A24, Mhm. et qui Ouais. retrace un petit peu la vie du coup de l'acteur de Val Kilmer, et je recommande vraiment Je crois qu'il de... interprète son rôle dedans, dans le Dans documentaire, Val, non? je ne sais pas, mais en tout cas, on le voit. Ah oui, je crois qu'il avait eu un prix, c'est ça. J'ai vu qu'il avait eu un Il prix et avait eu par le prix du rapport meilleur à... documentaire. Ouais, c'est ça. C'est lui l'acteur principal dans le film The Doors, je crois. Ouais, c'est ça. Val Kilmer dans Top Gun aussi, qui est aux côtés Bien sûr. de Tom Et Cruise. Tom Cruise, bien sûr, son rival. Il a joué aussi dans d'autres films de Tony Scott comme True Romance. L'avant-dernier film de Francis Ford Coppola, je crois, où il interprète Dans le rôle d'un chasseur de vampires, plus ou moins, enfin, un policier qui est aux prises avec des vampires, dans Twist, je crois que le Oui, film Twist, Twist. avec, oui, Twist, une histoire avec de Elle vampire. Fanning, ouais. C'était le film, là, c'est l'avant-dernier film, en fait, qui a Bah, été c'est fait en l'avant-dernier film. 2014, et Avant, après, il on a avait attendu 10 ans Megalopolis pour 10 ans faire. plus tard, ouais. Ouais, il a attendu 10 ans pour faire Cosmopolis. Non, Megalopolis. Mégalopolis, pardon. Cosmopolis, c'est Désolé, autre c'est un chose. autre film, c'est un film de Cronenberg, je crois, avec Oui, c'est ça. Pattinson, je crois. C'est ça, Ouais, exactement, que j'aimerais beaucoup ouais. voir. Et il était aussi dans Top Gun Maverick. C'est bien ça. sûr. Et Il a repris son rôle. d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pas une anecdote assez joyeuse, mais parce qu'à l'époque, comme il a eu un cancer de la gorge, en fait, il avait subi des opérations et il ne pouvait pas parler sur le tournage, donc sa voix a été générée par IA, en fait, Ah ok. Il a été très robotisé, oui. ouais, dans Top Gun Maverick. Eh bien, je vous propose qu'on Il est mort à se... 65 ans quand même, c'est jeune, hein. Ouais. Et Yves Boisset, par contre, lui, a vécu une vie beaucoup plus longue, il est mort à 83 ans, ou 84. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu des actualités culturelles à Ouais, Nanny côté, Moretti a eu une Nanny- crise cardiaque, c'est pas trop marrant. C'est la vie, C'est la c'est vie. génial en ce moment. Elle sait pas s'il va mourir, il est à l'hôpital actuellement. Ben, énormément, on pense à lui, à sa famille, etc. Bah, surtout et puis, le On fait pense qu'il a on quand pense même, aussi à beaucoup été, à l'origine enfin, en tout cas, l'un des derniers cinéastes un peu italiens à avoir écrit des films indépendants en Italie. Ce qui est quand même pas une mince affaire, en fait, Mmh. vu l'état du cinéma italien actuel, en fait. Puis, parce que là, maintenant, la plupart de ces films, ils sont même coproduits par la France, par la Belgique. Bah, beaucoup, ouais. Ouais. Parce que le système de financement en Italie est beaucoup moins facilitant que le système français, en fait. Bon. Bah, du coup, voilà. Là, il va y avoir pas mal de festivals qui vont commencer aussi à Lyon. Il va y avoir les hallucinations C'est ça, à collectives qui Pâques, ouais. commencent dans 2 semaines, Mmh. ouais. On va sûrement y faire un tour. Voilà. Eh ben, moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Il y aura le Cinéma du Sud qui vont suivre. Mmh. Et puis voilà, donc allez voir des films, j'ai envie de dire. J'ai une petite anecdote, peut-être à Ouais, rajouter vas-y. par rapport, au cinéma, encore malheureusement invisible sur les écrans ou dans les rétrospectives. On va parler du cinéma de la Hammer fantastique, comment parler d'orphelinat, en fait. On va parler par exemple, du cinéma de la Hammer, des années fin 50-60, avec des réalisateurs comme Terence Fisher. Encore des cinéastes qui sont complètement invisibles au cinéma, qu'on ne peut voir qu'en Blu-ray et encore pas tous, notamment Le Cauchemar de Dracula ou Frankenstein s'est échappé, pour les titres français en tout cas. Je dis ça parce que, en ayant vu L'Orphelinat, j'ai pensé pendant le film, il serait intéressant que je revoie le début de du Cauchemar de Dracula, un film qui a lancé la carrière de Christopher Lee notamment. Et du coup, pour voir la différence de construction et comment le cinéma fantastique a évolué finalement. À l'époque, dans les années fin 50, les moyens étaient vraiment très minimes et dans l'orphelinat, on voit que maintenant les moyens, dans le cinéma fantastique sont beaucoup plus importants. En tout cas,
Mmh. Et qu'avec les moyens, les mêmes types de moyens, on peut faire beaucoup plus de choses. À l'époque, dans les années fin 50, c'était beaucoup plus compliqué et la structure était beaucoup plus lourde, en fait. Il fallait avoir un studio, il fallait construire les studios et c'est comme Roger Corman dans son cinéma à lui, il a dû faire preuve d'économie et quand j'ai revu le début du Cauchemar de Dracula, j'ai vu qu'on sent qu'ils voilà, ils tiennent serré leur budget, quoi. Ils font pas d'impair. On sent que ça a été, construit vraiment avec le minimum des moyens et malgré ce minimum-là, ce cinéma-là a été extrêmement novateur, en fait et c'est un cinéma, comme le dit d'ailleurs John Carpenter et comme le dit aussi Guillermo del Toro, ce cinéma de la Hammer les a marqués profondément, en fait et heu et c'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi on ne voit pas ces films au cinéma, en fait. Bon, Ben, c'est là, très dommage. Il faudrait qu'il y ait voilà. une rétrospective. Je sais qu'ils ont été beaucoup de fois réitérés en Mmh. Blu-ray, Ouais. mais le fait de ne pas les pouvoir voir en salle, c'est fort dommage Bah, c'est fort et dommage parce qu'ils ont j'aimerais marqué beaucoup. des gens comme Carpenter, comme, Guillermo del Toro et que sais-je, encore plein d'autres et qui en parlent en plus, hein, de manière, quand on les Oui, entend dans les documentaires, ils en parlent comme si ce cinéma-là était toujours vivant, en fait. Mais on le voit pas. Voilà, c'est fort dommage. dommage, ouais. Donc c'est un petit coup de gueule, en fait, coup de Mais gueule je te de la comprends semaine. tout à fait, mais vraiment tout à fait. Le cinéma, c'est fait pour être vu au cinéma, quoi. Enfin les films en tout cas, Anthony, on te laisse dire le mot de la fin? Coupé. i